Mercredi 22 novembre, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons sur les antennes de Spectrum Télévision. Comme chaque mercredi soir, au menu de la nuit du sport, que se passe-t-il encore entre l'ONIES et la Fédération camerounaise de football? Des incidents liés à l'organisation du championnat national MTN Elite One continuent d'être enregistrés sur le terrain. Dimanche dernier encore, un match du championnat s'est achevé dans la pénombre, cette fois du côté du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et face à cette situation qui n'est pas inédite, l'ONIES et la FECAFOOT se rejettent les responsabilités. Alors, se dirige-t-on vers une collaboration impossible pratiquement entre les deux parties? Le sujet est au menu de la pause actu. Une victoire et un match nul, voilà le bilan à mi-parcours du Cameroun dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de football FIFA 2026 dans la zone Afrique. Que pensez-vous des Lions indomptables après les matchs contre l'île Maurice et la Libye hier? Entraîneurs de football, consultants sportifs et intermédiaires, nos invités ce soir vont tenter de répondre à ces différentes questions ainsi qu'à bien d'autres. Sur le plateau, c'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons le footballeur Richard Toa. Bonsoir Lydie. Guten Abend. C'est un réel plaisir d'être sur votre plateau après plusieurs années où le temps a toujours été très compliqué pour nous. Bon, vraiment, je suis content, n'est-ce pas, de partager ce plateau avec les entraîneurs de foot qui sont là, que vous allez présenter tout à l'heure, les consultants que je vois souvent sur le petit écran. Ça me fait vraiment plaisir de partager ce plateau avec eux. Je profite vraiment de cette occasion pour dire un bonsoir à un ami très proche, quelqu'un avec qui j'ai commencé à jouer au football ensemble. Il s'appelle Boyokino, pour ceux qui le connaissent. Ceux qui ne le connaissent pas, je présente ce monsieur comme l'un des footballeurs qui a vraiment donné de la lumière à notre football. Il a joué dans l'Union sportive de Douala, on l'appelle Boyo de Toulon. Pourquoi? Parce qu'il y avait un tournoi qui se passait toujours pour les jeunes Camerounais à Toulon. Et il a pris part à ce tournoi, il a fait vraiment de très grandes choses là-bas, si bien que cette étiquette est restée en lui. Quand vous parlez de Boyo, de Toulon, on sait vraiment que c'est quelqu'un que vous avez connu dans les années antérieures. Il est actuellement avec Ndi Pakem et Edmond Enoka, que je dis aussi vraiment bonsoir. Edmond Enoka, que vous connaissez bien, mondialiste 82 avec le Cameroun, les anciennes gloires qui nous ont vraiment beaucoup fait honneur et plaisir. Enoka, c'est un grand frère, que je respecte beaucoup. Je vous le dis pourquoi. Parce qu'après la Coupe du Monde, qu'il est rentré en 82, il m'a donné le maillot du Pérou avec lequel il a joué. Donc j'étais comme son gamin qu'il encadrait. Il jouait, n'est-ce pas, dans Dragon de Douala. Et moi, j'étais dans l'unité junior. C'est l'ami de mon grand frère né, Tchakounte Roger, paix à son âme. Donc Enoka, vraiment, pour moi, c'est un grand frère qui m'a beaucoup bercé. Il me donnait la clé de sa maison, j'ai passé le temps à le nettoyer. C'est pour ça que j'ai été, n'est-ce pas, contaminé par ce jeune du football qui aujourd'hui nous fait vraiment beaucoup plaisir. Non, mais vraiment merci pour cette opportunité que vous m'avez donnée vraiment pour faire honneur à ces personnes. Ouais, et puisque apparemment vous démarrez bien, là quelqu'un aussi qui vous connaît, Paul Baoken, qui vous envoie vos salutations et ces salutations et demande qu'est-ce que vous définissez, comment vous allez... Bao, nous on l'appelle Bao pour les intimes. Oui. Il a été mon entraîneur dans la Colombe de Saint-Mélima où j'ai commencé à jouer au football en première division. J'étais juste âgé de 16 ans. C'est l'une des personnes vraiment et qui m'a beaucoup soutenu dans ce projet de footballeur. Moi, j'avais beaucoup de respect pour lui puisque c'est quelqu'un qui est rentré à la Coupe du Monde. Il était professionnel en Europe. Paul Baoken, vraiment, je lui dis vraiment bonsoir. Et je dis vraiment merci pour tout ce qu'il a pu faire pour nous, les jeunes, puisqu'il a vraiment fait confiance à tous ces jeunes qu'il a pu rencontrer dans la Colombe de Saint-Mélima. Colombe de Saint-Mélima à l'époque jouait en première division. Donc Baoken a été le responsable de cette équipe. Beaucoup ne le savent pas, qu'il a été entraîneur, n'est-ce pas, dans ce pays. Vraiment, Bao, je te dis via les antennes de STV, vraiment merci beaucoup et bonsoir. Et peut-être un commentaire sur la Colombe actuellement? Oui, la Colombe, c'est notre équipe. Une équipe qui m'a bercé, une équipe qui m'a donné l'opportunité de jouer en première division, très âgé. J'étais vraiment très jeune, à l'âge de 16 ans. J'ai joué dans cette équipe. Je profite vraiment de l'occasion pour dire beaucoup de courage à cette équipe, surtout avec l'ancien président de la Colombe, Essiane, qui a vraiment bâti une équipe vraiment très solide, auquel ceux qui sont là aujourd'hui bénéficient de ce travail que ce monsieur a fait. Il est en train de faire le même boulot que quelqu'un comme Koungwedima Ferdinand. Beaucoup ne le savent pas. C'est ce monsieur, n'est-ce pas, qui a donné une âme à cette équipe de la Colombe.
À notre époque où on jouait là-bas, c'est Kongwe Dima. Il était, n'est-ce pas, le gouverneur de la province du Sud. Et il était chargé, n'est-ce pas, de développer le football dans la colonne de Saint-Mélima. Et c'est pour ça que cette équipe a vraiment une base très solide, Lydie. Je peux vous le rassurer. Si cette équipe, n'est-ce pas, s'organise encore mieux, parce que les 10 filles de ce département, de cette région, ou bien de tout le Sud, hein, ils ont la capacité de bâtir une très solide équipe, comme celle qu'on va voir, parce qu'ils sont assez nombreux, hein, comme les supporters de Bamboutos, que je profite aussi, n'est-ce pas, pour saluer Richard Tak, qui est le directeur administratif de cette équipe, un très grand ami auquel on partage beaucoup de moments ensemble. Non, je veux dire, beaucoup de courage à la Colombe. On voit une équipe de la Colombe hein, qui est en train de faire un très bon championnat. J'ai juste à voir le match de la Colombe contre... je crois c'était, je me rappelle plus tellement au sein de la réunification, c'était contre Dynamo de Douala, voilà, où la Colombe a fait un superbe match. Ils ont fait match nul, je crois, un but partout. C'est la seule équipe qui a vraiment donné du fil à retordre à cette équipe de Bomba Diop, où on a vu effectivement que c'était un match où ce match nul vraiment allait dans tous les bons sens, parce que les deux équipes ont déployé un très beau football. C'est pour ça que je tiens un coup de chapeau, n'est-ce pas, à cette équipe de Colombe, auquel je souhaite voir cette équipe, n'est-ce pas, pendant les playoffs. Et l'une des équipes quand même qui se démarque aussi en termes de communication sur les réseaux sociaux. Vous faites bien justement de relever tous ces différents aspects, coach. Merci en tout cas d'être là. Un entraîneur peut en cacher un autre. Nous recevons ce soir Ernest Mabouka, entraîneur spécialisé des gardiens des buts. Bonsoir coach, bienvenue. Bonsoir Lydie, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir aux téléspectateurs de Spectrum TV. Nous sommes là à analyser le football et nous allons faire le mieux pour nos téléspectateurs. Jérôme Bango, intermédiaire, est également sur ce plateau. Jérôme, bienvenue, bonsoir. Lydie, bonsoir. Bonsoir co-panélistes et bonsoir à tous ceux-là qui, tous les mercredis soirs, sont câblés à cette chaîne pour vivre l'ambiance du football sur le plan national et sur le plan international. C'est pas seulement le foot, hein, du sport. Oui, du sport de manière générale, je voudrais dire. Voilà. Et évidemment, Yvan Kamoua, consultant sportif, nous fait l'honneur d'être avec nous également ce soir. Yvan, bonsoir. Bonsoir Lydie, merci de l'honneur que vous portez à ma modeste personne pour m'associer à ce panel. Salut à tous vos millions de téléspectateurs et j'espère qu'on va passer une belle soirée de débat et de football. Alors, on démarre déjà cette émission avec vous, hein, Yvan. Vous êtes passionné de basket, vous suivez très bien l'actualité autour de cette discipline, que ce soit sur le plan national et même international, ce qui nous amène évidemment à faire un petit clin d'œil en début d'émission, comme c'est le cas depuis quelques semaines sur ces antennes. On commence donc par la NBA qui est donc à suivre sur les antennes de Spectrum Télévision. Vous le savez, nous avons obtenu les droits de cette saison et les matchs, vous pouvez également les regarder sur STV. Alors, on va dire quoi, Yvan, peut-être une matinée assez difficile pour les Camerounais de la NBA, quand on sait que très tôt, ce sont les Raptors qui ont été battus par la formation de Magic, 107 à 126, avec un Pascal Siakam qui aura disputé 30 minutes de jeu pour 2 rebonds, 8 passes et 16 points. Il faut rappeler que l'adversaire a dominé de bout en bout les Raptors, s'imposant dans les différents 4 cartons. Alors, voilà, c'est quelques images justement de ce match perdu par Pascal Siakam et ses coéquipiers. Vous avez regardé ? Non, j'ai pas regardé le match parce que ça passe à des heures, étant donné le décalage horaire. Généralement, on est endormi ici lorsque les matchs sont difficiles du côté des États-Unis. Ouais. Mais j'ai eu à voir quelques rencontres des Raptors et c'est une équipe que je suis de près, justement parce que c'est une équipe qui a 2 compatriotes dans son équipe. Pascal Siakam, qu'on vient de voir là avec, en image, champion NBA 2019 avec les Raptors. Ouais. Également le jeune Christian Koloko qui a rejoint la colonie camerounaise de la NBA la saison dernière. Et donc la présence de ces 2 compatriotes-là fait que c'est une équipe qu'on suit régulièrement et dont on est au taquet des performances. Et il convient de dire que depuis le début de cette saison, c'est une équipe des Raptors qui a des performances un petit peu à dents de scie. Orpheline de son entraîneur Nick Nurse, désormais ex-entraîneur qui allait du côté des Sixers pour rejoindre un autre Camerounais, Joel Embiid. Ouais. C'est une équipe qui se cherche un petit peu en ce début de saison. Et en NBA, il y a une sorte de tournoi interne qu'ils ont institué
en ce début de saison et les Raptors sont un petit peu à la traîne et je pense même d'ailleurs que la possibilité de se qualifier pour la suite de la compétition est déjà complètement éludée pour eux. Et Pascal Siakam, un peu à l'image, c'est parce que c'est pratiquement la seule superstar qui reste dans cette équipe. C'est une équipe qui, depuis son titre en 2019, a vu quand même partir progressivement ses stars, Kevin Leonard et d'autres qui s'en sont suivis. Et malheureusement, aujourd'hui, Pascal Siakam, au niveau de ses performances, est un petit peu à l'image de son équipe parce qu'il a du mal à trouver sa vitesse de croisière. C'est vrai, on est en début de saison, mais on a quand même constaté que les autres stars de la NBA, même s'ils ont commencé timidement, ont retrouvé peu à peu, ou alors se montrent un niveau de performance qui va crescendo. Mais Pascal, c'est un petit peu le down, le up, le up, down, le up. C'est à l'image de son équipe, les Toronto Raptors. On peut espérer que par la suite, lorsque la saison régulière va véritablement démarrer, qu'il puisse se remettre dans le sens de la marche et que Pascal Siakam soit justement ce facteur Isla qui va porter les Toronto Raptors. Pourquoi pas une performance meilleure que celle de la saison dernière où ils avaient fini dans la deuxième moitié de classement. Il y a un autre Camerounais, comme on le disait, originaire du Cameroun, Joel Embiid, puisque maintenant il a choisi de jouer pour les États-Unis, mais il n'en demeure pas moins qu'il est originaire du Cameroun. Et puis, très tôt également ce matin, Yvan, les Sixers battus par les Cavaliers de Cleveland, 119-122. Joel Embiid qui aura donc disputé 41 minutes de jeu, 13 rebonds, 5 passes et 32 points quand même. Oui, je tiens à rappeler que Embiid reste camerounais. Pour ceux qui suivent la NBA, quand vous regardez sa fiche de stats, le drapeau camerounais est toujours marqué là. Sa nationalité sportive, pour la nationalité sportive, il a décidé de jouer avec Team US, mais il reste camerounais. Et pour ceux qui le suivent de près, comme moi d'ailleurs, vous constaterez que les gadgets qu'il utilise sont généralement floqués de l'estampille du drapeau du Cameroun. Ceci étant dit, je suis quelque part un peu surpris du début de saison que Joel Embiid fait. Et quand je parle de surprise, c'est beaucoup plus au niveau physique. On sait que c'est un joueur qui, depuis qu'il a intégré la NBA en 2016, a démontré quand même une certaine fragilité sur le plan physique. Mais là, le niveau physique que je le vois affiché depuis le début de cette saison est quand même extraordinaire. J'ai l'impression que son mariage d'il y a quelques mois lui a permis de franchir un cap et désormais il est beaucoup plus libéré avec son titre MVP gagné la saison dernière. Il est beaucoup plus libéré dans sa tête et le corps suit également. Sur les 14 matchs qu'a disputé les Sixers, qu'ont disputé les Sixers depuis le début de la saison, il en a quand même joué 13 avec une moyenne de minutes par match qui est aussi autour de 40 minutes. C'est quand même beaucoup pour un joueur. Il n'a pratiquement raté aucun match pour un joueur dont le management jusque-là était beaucoup trop délicat. On évitait de lui faire jouer des matchs en back-to-back par exemple. Mais cette année, on voit que depuis le début de la saison, il joue avec une certaine facilité les matchs en back-to-back. Et bien sûr, au niveau statistique, il est dans les standards de ce qu'il a affiché les 2 dernières années. Plus de 30 points de moyenne cette année. Mais surtout, la nouveauté au niveau statistique, c'est son pourcentage de passes. La saison dernière, par exemple, il a terminé la saison avec une moyenne de passes à 4,2 de moyenne sur la saison. Mais cette saison, on voit qu'après 13 matchs, 14 matchs pour la totalité des matchs joués par son équipe, il a 6,2 passes de moyenne, ce qui montre quand même qu'il a beaucoup évolué, qu'il a apporté une certaine variété à son jeu. Et cela se comprend. Parce qu'avec le départ de James Harden, qui était le meilleur passeur de la saison régulière, la saison de l'année dernière avec la NBA, avec les Sixers, il fallait mettre sur pied, étant donné le fait qu'on n'ait pas recruté du côté des Sixers un meneur de la trempe de James Harden, il fallait mettre sur pied de façon collective de la part de Nick Nurse, qui vient d'arriver dans cette équipe, une animation collective qui permet de compenser le déficit que pourrait créer en termes de passes par match le départ de James Harden. Et à ce niveau-là, il a fait de Joel Embiid la pièce maîtresse de son jeu en attaque. Et on voit très bien qu'il a fait évoluer sur son pourcentage de passes. Et ce qui est très bien observable au niveau de sa moyenne de passes. On espère qu'il va continuer dans ces standards-là. Mais il est parti pour rééditer ce qu'il a montré non seulement la saison dernière, et la saison d'avant, mais la saison dernière, et il est très bien parti. S'il réussit à terminer encore meilleur passeur, meilleur scoreur de la saison, cette saison en NBA, ça va être quasiment de l'inédit parce qu'on n'en a pas beaucoup de pivots. Je crois que ça va d'ailleurs le premier pivot, si je ne m'abuse, qui réussira back-to-back
à être meilleur marqueur de la ligue devant les DeBron James, les Stephen Curry, les Kevin Durant et tous ces stars de la NBA qu'on connaît. A réussi à être back-to-back meilleur marqueur de la NBA, ce serait quand même inédit. Et donc pour sortir, il réussit un début de saison qui est dans la continuité de ce qu'il a monté la saison dernière à NBA. Et on espère qu'il va continuer dans cette lancée-là. Et justement, peut-être un regard, un mot sur ces différents Camerounais-là engagés dans la NBA. Comment est-ce que vous les voyez durant, par exemple, au cours de la saison, de manière globale? Ben pour me résumer, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a peut-être pas parlé du jeune Koloko, qui a une deuxième saison beaucoup plus compliquée, en tout cas pour l'instant par rapport à la saison inaugurale l'année dernière. C'est vrai, c'est un rookie, il est très jeune, à peine la vingtaine d'années franchie. On n'en attendait pas plus de lui, étant donné son âge, étant donné qu'il découvre le sommet de la compétition mondiale en termes de basketball. Et donc l'apprentissage, l'intégration dans une des meilleures équipes de ces 5 dernières années en NBA semble encore difficile pour lui. Pascal Siakam, je l'ai dit tout à l'heure, début mitigé pour lui, des performances un petit peu en dents de scie, capable de réussir 38 points comme ça a été le cas, je ne sais plus dans quel match, et de faire moins de 20 points comme ça a été le cas lors de leur dernier match, justement face aux Rockets de Houston. Et Joel Embiid, dans la continuité des équipes, montre ces 2 dernières années. Pour l'instant, ce sont 3 joueurs qui sont dans des franchises. Les Sixers ont quand même fait demi-finale de conférence l'année dernière. On espère que cette année, étant donné le fait qu'on a beaucoup pointé la qualité du coaching avec Doc Rivers qui a été sur le banc de cette équipe pendant pratiquement 5 années si je ne m'abuse, on a parfois estimé que c'est cette qualité du coaching-là qui leur manquait dans le money time en fin de saison. Et donc Nick Nurse, qui est un entraîneur qui connaît bien la NBA, qui a gagné un titre de NBA, est arrivé cette année. Et je peux vous assurer que de ce que moi j'ai observé de cette équipe, c'est une équipe qui a moins de stars. En dehors de Joel Embiid, qui est une des superstars mondiales de la NBA, c'est vraiment le jeune Tyrese Maxey qui a élevé un petit peu son niveau et qui est passé numéro 1 au niveau de la hiérarchie des meneurs avec le départ de James Harden. Et donc c'est une équipe... Mais ce n'est pas vraiment le même niveau. Oui, pour l'instant, c'est un joueur qui a la transition entre les stars et les rookies. Il a de très bons stats, rassurez-vous, jusqu'ici, mais on attend de voir si, sur la durée, il va réussir à afficher le niveau que James Harden, par exemple, avait réussi à afficher la saison dernière. Et donc, je te disais, c'est un groupe beaucoup plus homogène qui a amélioré sa qualité défensive, cette qualité défensive qui leur a fait défaut la saison dernière. On se souvient de ce match, de cette série en demi-finale contre les Celtics de Boston, où ils perdent de façon lamentable lors du dernier match, eu égard justement à un Jason Tatum, Tatum qui avait supplanté la concurrence, qui les avait tués, entre guillemets. Et donc cette qualité défensive-là, ils l'ont un petit peu amélioré de ce que je vois depuis le début de la saison. On attend de voir, c'est une équipe qui sera capable de jouer les premiers rôles, parce qu'ils ont été capables d'entrer de jeu, de battre les Bucks de Milwaukee de James Antetokounmpo. Ils ont été capables de battre un certain nombre de teams, mais de perdre quand même contre les Pacers d'Orlando. Et donc c'est une équipe qui montre qu'elle est capable du meilleur contre les meilleurs, mais parfois d'afficher une petite forme contre des équipes qui sont supposées être des équipes très abordables. Donc j'attends de voir ce que Nick Nurse va proposer au courant de la saison avec cette équipe-là, mais avec quand même un joueur comme Joel Embiid, on peut être sûr que dans la conférence Est, les Sixers vont certainement faire partie des 2 ou 3 meilleures équipes. Mais maintenant, est-ce que ça va suffire pour pouvoir enfin franchir le cap des demi-finales de conférence qui sont comme une sorte de plafond de verre pour cette équipe depuis plusieurs années et d'espérer enfin, pourquoi pas, gagner déjà la finale de conférence et d'espérer gagner un titre NBA, ça on attend de voir. Pour les Toronto Raptors, ça sera beaucoup plus compliqué parce que pour l'instant, c'est qu'ils montent. Nick Nurse était quand même dans cette équipe depuis plusieurs années. Il avait ses repères, il avait ses habitudes dans cette équipe. Et donc, il maîtrisait un petit peu les rouages sur le plan fonctionnel. Et donc, son départ crée une sorte de vide qu'il va falloir un certain temps pour pouvoir compenser. Et donc, ça crée une certaine incertitude dont on n'est pas sûr que les Raptors pourront combler dès cette saison pour pouvoir espérer faire mieux que la saison dernière. Donc, je disais tout à l'heure, ils ont terminé dans la deuxième moitié du classement de la conférence Est. Merci beaucoup, Yvan Kamoua, pour ce regard. Je crois que Richard Toa, vous appréciez la qualité des analyses. Oui, vraiment, il est imprégné, il suit ça de très près. Et ça fait vraiment plaisir, de voir des gens qui ont des arguments vraiment très convaincants par rapport à tout ce qu'ils sont en train de vivre. Il fait des recherches, il suit cela vraiment de très près. C'est pour ça que je suis vraiment très, très, très... qu'est-ce que je vais dire? Et vous n'avez rien à ajouter vraiment admiratif
du développement, du débriefing de Yvan. J'ai dit vraiment coup de chapeau, sans des gens qui travaillent. Oui. Lydie, permettez-moi s'il vous plaît. Il y a Alain Fabien. Alain Fabien, le consultant d'outre-mer, le consultant de tout le continent. Il est en direct. Il nous suit via son téléphone. Il vous dit vraiment bonsoir et bonne émission à nous tous. C'est la star du monde. Merci bien Alain Fabien d'être évidemment scotché sur Spectrum Télévision. On va rappeler les rendez-vous de la NBA sur STV. C'est lundi 21h, mardi 14h et dimanche 23h entre autres. Et pas mal de programmes aussi qui vous seront bientôt proposés sur nos antennes. On espère que notre fameuse émission, le temps mort, va faire son retour sur les antennes. Alors, Christian Aubé, le message est passé. Hein, Christian. En tout cas, ça fait plus d'un an que nous sommes, c'est vrai, de cette très belle émission qui était pratiquement la seule émission sur le plan national thématique purement basket qui a disparu. Donc, c'est un appel à la direction des programmes de STV. On espère que cette belle émission-là va faire son retour sur les antennes de la chaîne. Absolument, on y travaille actuellement. Merci bien. On va donc poursuivre rapidement avant de parler de foot avec cette information, une autre de handball pour indiquer qu'après le Cameroun, l'équipe nationale de handball dames poursuit sa préparation du côté de la France. C'est évidemment dans la perspective du championnat du monde féminin de cette discipline. Outre les séances d'entraînement, les handballeuses camerounaises ont disputé un match amical hier. Victoire du Cameroun 31-23 face aux handballeuses de la Ligue Grand Est. Ce match a notamment permis au staff technique de jauger le niveau de nos joueuses à quelques jours du 26e championnat du monde féminin de handball. On rappelle que la compétition est prévue du 29 novembre au 17 décembre 2023, respectivement au Danemark, en Norvège et en Suède. Le Cameroun, pour sa part, est logé dans le groupe B. Prenez donc le programme. Le 30 novembre, Monténégro affrontera donc le Cameroun. Le 2 décembre, le Cameroun sera opposé à la Hongrie. Et puis le 4 décembre, les Camerounaises vont donc disputer le match contre le Paraguay. Voilà, on va donc parler de ce qu'on a pu observer ces derniers temps du côté de l'organisation du championnat national de football MTN Elite One. Et on se demande que se passe-t-il décidément entre l'Office national des infrastructures et équipements sportifs ONIES et la Fédération camerounaise de football qui organise le championnat à travers le CTFP. Des incidents continuent donc d'être enregistrés sur le terrain. Dernier cas en date, c'était dimanche dernier du côté du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé et le match qui opposait Bamoutos de Bouddha à la formation de Colombe sportive du Dja et Lobo s'est achevé dans la pénombre et évidemment ce qui a quand même causé beaucoup de soucis et qui relance le débat NS Mbabouka sur qu'est-ce qui ne va pas, décidément, qu'on puisse... Et on a vu évidemment le courroux des téléspectateurs, enfin des supporters qui sont venus et qui n'ont pas du tout apprécié qu'on enregistre un tel scénario. Je crois qu'ayant déjà joué un match du championnat dans ce stade, surtout quand il y a deux matchs, les heures s'en suivent et le programme est tellement expliqué avant le début de match, surtout dans les réunions techniques. Mais l'incident qui a eu lieu avant-hier est quelque chose, je peux dire, il y a eu l'incompréhension. Et surtout, au niveau de la programmation, il y a un retard, je ne sais pas, le paiement ou quoi, moi je ne crois pas. Puisque les deux parties se sont dit qu'ils ont eu à discuter, pour essayer de trouver un arrangement avant le match. Et l'incident, je crois que ce qui s'est passé est quand même n'est pas bien pour le football camerounais parce qu'il est inadmissible qu'on lance un match sachant que la nuit, à l'heure là, il fera déjà noir. Donc je me dis que pour mieux se situer, pour mieux ne serait-ce qu'avoir le bon championnat, c'est que les deux parties puissent trouver une entente et que toutefois qu'il y a un match qui peut être
interrompu, qu'on puisse interrompre ce match pour que les téléspectateurs et les spectateurs qui sont au match puissent ne serait-ce que rentrer le plus tôt possible. Parce que quand on programme 2 matchs, on est sûr que quand un match est déjà à 18h passé, c'est que ça va se jouer à nocturne. Et donc... c'est qu'on a réclamé pendant des années. Voilà. Donc, je crois que les 2 parties devaient se préparer. Et je dis à celui qui est coordonnateur du stade Omnisport de Yaoundé, pouvait ne serait-ce que stopper le match avant le début du match. Parce que sachant qu'il n'y a pas d'électricité, si le match continue après 18h30, ça c'est, moi je dis, c'est manque de professionnalisme. Parce que quelque part, vous ne pouvez pas commencer un match à l'heure là, en se disant que peut-être on est en Europe, à une certaine heure, il n'y aura pas... la nuit ne va pas tomber. Je crois que c'est l'heure qui s'est produit et que les 2 parties pourront s'entendre pour ne serait-ce que satisfaire les téléspectateurs, parce que ce match était en direct, et les spectateurs qui sont au stade. Jérôme Mbango, vous qui suivez de très près, hein, évidemment, le championnat MTN Elite One, vous êtes intermédiaire, forcément. Quel est le regard que vous portez justement sur ces incidents qu'on enregistre, en rappelant que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à un scénario pareil? Pour moi, je vais dire tout simplement que c'est déplorable. Déplorable parce qu'il faut dire, c'est vendre un tout petit peu l'image du football camerounais à l'international, parce que si la CATV a l'exclusivité des droits de retransmission et que de tels incidents se passent, et pour les observateurs, ceux qui suivent le championnat camerounais, n'étant pas sur le territoire camerounais, ça ne fait pas bonne image. Mais il faut tout simplement rappeler que le NIES, qui a la responsabilité de la gestion des infrastructures sportives, et la fédération qui doit organiser son championnat, il revient tout simplement à la fédération de temps en temps de se rapprocher auprès de l'organe de gestion des infrastructures pour se rassurer si les infrastructures qu'on met à sa disposition sont en bon état. Parce qu'il faut tout simplement rappeler que les gens évitent un peu, toujours en même temps, de ramener, de vouloir rabaisser le football camerounais de temps en temps. Donc il faut tout simplement dire que, comme ces facteurs, ça ne vient pas rehausser notre football aussi, hein? Ça ne vient pas rehausser notre football. Ce que je dis, ça ne vend pas l'image, ça vend pas l'image du football camerounais. Parce que il faudra dire, si on veut professionnaliser, voilà, si on a rendu le football professionnel, il faudra qu'autour du football, que ceux qui gèrent ou alors ceux qui organisent le football se mettent dans la posture des professionnels et que les choses se passent bien de temps en temps. Mais s'il faille que de temps en temps, qu'il y ait des petits manquements, ça freine et puis ça donne une mauvaise image du football camerounais qu'on sait quand même sur le plan continental ou alors sur le plan mondial. Qu'au Cameroun, il y a tout simplement la bonne matière grise en ce qui concerne le football. À qui la faute, Yvan Cameroun? Moi, je voulais ajouter quelque chose. Oui, rapidement, et puis parce Yvan que et le coach. Quand on fait une réunion technique avant match, tous les partis sont là. Oui. Et donc, le coordonnateur du stade est là. Et c'est à lui de dire le OK. Que ce deuxième match, s'il va jouer, il y aura la lumière. Et s'il a fait le jour-là, et qu'il n'y a pas eu lumière, c'est qu'il y a c'est la faute revient au coordonnateur, parce que le commissaire du match, avant le début du match, se rassure auprès du coordonnateur du stade, qui donne le OK pour le premier et le deuxième match. Parce que la première réunion, il est là. La deuxième réunion, il va venir dire que d'abord, il y a le coordonnateur du stade, il y a celui qui s'occupe le docteur qui doit être là, avec le véhicule qui est normal, le SAMI, doit être là avant le match, et on se rassure que tout le monde, sur le plan sécuritaire, il y a les responsables de la sécurité qui donnent le OK. Et maintenant, les 2 équipes donnent aussi le OK, parce qu'on parle de fair play et tout ça là, qu'il n'y aura pas d'incident. Le responsable des arbitres est là. Donc, tout le monde a donné le OK le jour-là. C'est pour ça qu'il dit que le coordonnateur doit se rassurer que ce match devait se jouer. Il a donné le OK. Donc, ça ne revient pas à la FECAFOOT ou à la Ligue, les responsables de la Ligue transitoire de dire que la faute vient d'eux. Non.
le coordinateur du stade rassure tout le monde avant le début de chaque match. Donc c'est ce que je devais amener comme... Merci pour cette lecture, Yvan. C'est un peu le même regard. Dans tout ce qui se passe, chaque partie se rejette la responsabilité de ces incidents. On a vu également des documents circuler, carburant, etc. Pour vous, qu'est-ce qui fait problème véritablement? Je pense que le premier problème de cette affaire, c'est que la fédération, FECAFOOT s'entend, qui est un des principaux consommateurs des infrastructures que gère l'ONIES, au niveau du procédé, à mon avis, n'aborde pas la chose dans le bon sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ces soubresauts qu'on observe cette saison ont commencé la saison dernière. Et de l'analyse que je fais, l'impression qui se dégage, c'est qu'au niveau de la fédération, dans la négociation de la mise à disposition de ces infrastructures qui sont sous la gestion de l'ONIES, la fédération semble aller au cas par cas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour chaque match, en fonction de l'infrastructure qui est sollicitée, la fédération négocie le paiement ou alors la location qui doit être faite par match. Et personnellement, j'estime que procédant ainsi, c'est au désavantage de la fédération. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que l'ONIES n'est pas au service de la Fédération camerounaise de football. La direction, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs n'est pas au service de la Fédération camerounaise de football. C'est une organisation indépendante sous la tutelle du ministère des Finances et du ministère des Sports que la présidence de la République a cru bon de mettre sur pied pour la gestion globale des infrastructures sportives de tout ordre qui sont sous le giron de l'État sur le plan national. Et ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est que l'ONIES, c'est-à-dire que comme ils l'ont appelé dans le texte, le décret d'application du décret de nomination de Joseph-Antoine Bell, il est président du conseil d'orientation de l'ONIES. C'est-à-dire que ce conseil d'orientation-là a une obligation de résultat dans la gestion des infrastructures sportives. Lesquels résultats se chiffrent en termes d'entretien de ces infrastructures, de rentabilité de ces infrastructures, de pérennisation de ces infrastructures. Parce que lorsque l'État du Cameroun a fini de mobiliser autant de milliards pour mettre sur pied de telles infrastructures, pour l'épanouissement des Camerounais, je suis sûr que si après 5 ans, ces infrastructures se retrouvent dans un état de délabrement, ce seront toujours nous, Camerounais, qui allons pointer du doigt, le doigt à l'ONIES, pour dire, tiens, cette organisation ne fait pas son travail en termes de maintenance de ces infrastructures. Et donc, pour la maintenance de ces infrastructures, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'ONIES soit capable de générer elle-même les ressources qui vont permettre d'assurer la maintenance et la pérennisation, l'entretien et la pérennisation de ces infrastructures. Parce que dans un pays où les Camerounais manquent d'eau, les Camerounais manquent de lumière, où l'autosuffisance alimentaire n'est pas encore atteinte, c'est-à-dire que les besoins élémentaires d'un citoyen normal ne sont pas encore atteints, vous n'allez pas demander à l'État qui a déjà consenti beaucoup de milliers de milliards pour mettre sur pied ces infrastructures, de consentir encore des efforts supplémentaires qui découlent des contributions en termes d'imposition des Camerounais pour entretenir ces infrastructures. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ceux qui sont à la charge de ces infrastructures soient capables de rentabiliser ces infrastructures afin de permettre l'entretien, la maintenance et la pérennisation tel que c'est inscrit dans les missions de l'ONIES. Ceci étant dit, l'ONIES doit donc faire comment? Il existe diverses structures ou alors possibilités de sollicitation de ces infrastructures. Moi, je peux être en train de vouloir me marier. Je sollicite par exemple le sous-sol du Palais des Sports de Yaoundé, du Papouasie, comme c'est le cas pratiquement chaque week-end pour l'organisation de mon mariage. Je sollicite, je rencontre les responsables de l'ONIES, ensemble, ou la direction de cette infrastructure-là, qui sont un démembrement de l'ONIES, ensemble, on définit un protocole d'accord par rapport à l'utilisation. C'est-à-dire que je soumets la demande, et par rapport à la demande que j'ai soumise, eux, ils m'opposent des exigences en termes financiers et en termes de comportement par rapport aux sollicitations que j'ai opposées. Maintenant, pour remettre tout ça dans le contexte, ONIES FECAFOOT. Qu'est-ce qui se passe? J'ai écouté Ernest Babouka dit tout à l'heure que si la rencontre de samedi dernier, de dimanche dernier entre Bamboutos et Colombe s'est achevée dans la pénombre, c'est la faute
de l'ONIES, la question banale. Non, j'ai dit la faute du coordonnateur du Le stade. coordonnateur du stade qui est un responsable en termes de déclinaison de l'ONIES, puisqu'il est sous la responsabilité de l'ONIES. Donc, c'est toujours la responsabilité de l'ONIES qui est engagée à ce niveau-là. J'ai envie de me poser une question toute bête. Quel intérêt le responsable du stade a à ne pas allumer les projecteurs du stade lorsqu'un match se joue? Il a quel intérêt? La question pour moi qui convient de se poser ici, et c'est pour ça que je vous ai posé, je voulais parler en amont, dans ma prise de parole, de la logique en termes de négociation de la fédération qui pour moi ne semble pas être la bonne façon de négocier au cas par cas. Pour moi, c'est plus logique de négocier un package sur la saison, puisqu'on sait combien de matchs se joueront durant la saison. On sait quelles infrastructures seront sollicitées pour le déroulement de ces matchs pendant la saison. Et donc, pour moi, il apparaît plus judicieux de négocier en termes de package la mise à disposition de l'ONIES de toutes ces infrastructures-là pour que la FECAFOOT puisse organiser ses compétitions. Mais ce qui se passe, c'est que pour un match, par exemple, Colombe-Bamoutos, les responsables du CTFP, qui sont des membres de la fédération, sollicitent les responsables de l'ONIES pour la mise à disposition de la Fédé. Si dans la négociation, la Fédé dit qu'elle va occuper, parce que la Fédé est un client, comme un client quelconque de l'ONIES, il n'existe pas de client privilégié si, en termes de négociation, vous ne vous mettez pas dans une position de privilégié. Et c'est justement pourquoi j'estime que la fédération, en négociant au cas par cas, ne se prend pas suffisamment au sérieux. Parce qu'en négociant au cas par cas n'est pas différent de moi, par exemple, qui sollicite le stade de l'Adès de Bépanda pour disputer un match de mon 2-0. C'est pas différent. Et donc, quand je me mets dans cette posture-là, pour moi qui a eu à être dans cette logique-là, c'est que les responsables du stade vous disent, c'est que vous posez comme question, c'est que vous avez besoin d'infrastructures pour combien d'heures? Si vous dites qu'on aura besoin d'infrastructures de 15h à 18h, ça va de soi que de 15h à 18h, on n'a pas besoin d'éclairage. Maintenant, si au niveau de votre organisation, vous avez des problèmes logistiques qui vous amènent à accuser un retard par rapport au démarrage de votre événement et que vous soyez obligé de pousser plus loin que 18h, déjà, ce n'est pas obligé que les dépositaires du stade vous laissent aller jusqu'à 18h. Et s'ils ont l'amabilité de vous laisser aller jusqu'à 18h, ils n'ont pas l'obligation d'allumer les projecteurs parce que ce n'est pas conclu dans le protocole d'accord de départ. La question simple que je vais poser, pourquoi pour d'autres matchs, par exemple, l'éclairage est allé au-delà de 18h et pour ce match-là, l'éclairage n'est pas allé au-delà de 18h? Ça veut simplement dire que dans le protocole d'accord, il n'était pas inclus que la rencontre va aller au-delà de 18h. Et je ne suis pas un technicien en termes de maîtrise et d'énergie, mais tout le monde, pour nous qui avons des appareils électriques à la maison, on sait ce que ça nous coûte. Par exemple, d'avoir un téléviseur. Dans ce cas, c'est un peu la préoccupation d'Agnès Mabouka tout à l'heure. Dans ce cas, on n'a pas à donner le quitus pour le démarrage d'un match, sachant qu'il ne va pas arriver. Yvan, je vais vous dire quelque chose. Parce qu'on a joué un match dans ce stade-là, où on nous a dit qu'on devait commencer le match à 16h30. Écoutez bien. La première rencontre. C'était la deuxième rencontre. Qui vous a dit que le match commence à 16h? Non, je vous dis qu'on a joué un match à Yaoundé. Non, la question que je pose... C'est le coordonnateur du stade. Qui vous dit quoi? Non, dans la réunion technique d'un match qui va se jouer. Ça veut dire que si ce match commence à 16h, la première réunion technique s'est passée. Nous qui sommes à la deuxième réunion technique, on nous dit que ce match commence à 16h00. OK? Et donc, si ce match ne commence pas à 16h00, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous avez le temps de l'échauffement, telle minute. Vous ne dépassez pas. Vous devez entrer vite. Quand vous entrez dans les vestiaires, vous avez 5 minutes pour ressortir. À 16h01, on peut bien démarrer ce match. Vous comprenez un peu? C'est le protocole. Il va écouter bien. Ce que Agnès Mabouka écoutez bien. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Oui, j'ai dit, mais écoutez bien. Ce match de Bamboutos contre Colombe, sachant que les deux premières équipes ont pris plus de 30 minutes, qu'est-ce qui doit se passer? C'est au niveau communicationnel. Ce n'est pas la responsabilité. Non, ce n'est pas la responsabilité du responsable du stade. Parce que s'il allume les projecteurs, ça implique des frais supplémentaires qui n'ont pas été inclus dans le protocole d'accord de départ. Exactement, c'est ça. À partir de ce moment-là, qui paye la facture? Exactement. Qui paye la facture? Si la fédération a pris au stade jusqu'à 18h, par exemple, à 18h01, ils sont... Je dis bien qu'on peut bien éviter cet incident. Pourquoi? Sachant que le premier match a pris plus de 40 minutes. OK? Directement, on doit communiquer. Parce que c'est un match en direct.
Mais peut-être que la fédération Écoutez d'ajouter bien. d'autres frais. Écoutez bien, la fédération programme ces matchs. Le premier match commence et il y a eu un retard plus de 40 minutes. Ce qui veut dire que le deuxième match va se poursuivre. Forcément, ça a un impact. Ça va se jouer à 19h. Le contrat, c'est le délai. J'ai dit tout à l'heure, l'ONIES n'est pas au service de la FECAFOOT. Bien sûr. C'est-à-dire que si la FECAFOOT a sollicité l'infrastructure pour 2 rencontres et que dans le protocole d'accord, c'est dit que la deuxième rencontre se terminera à 18h, l'ONU n'est pas responsable des soubresauts au niveau d'organisation de la fédération. Voilà. Dans ce cas si vous démarrez votre match, votre premier match avec 1 heure de retard, c'est à vos risques et périls. Voilà. Et à ce moment-là, c'est une négociation supplémentaire qui doit être opérée entre la FECAFOOT qui organise son spectacle et l'ONIES qui est détenteur de l'infrastructure que la fédération sollicite. Je dis bien que... Je dis bien que... La fédération doit pouvoir tenir compte non, de ça. attends. Je dis bien que... Mais si. Oui, on est en réunion rapidement. technique. Oui. Nous sommes en réunion technique. OK? Il y a tout qui se passe à la réunion technique. Où on dit que le premier match commence à telle minute, ça finit à 16h. Et le deuxième match doit commencer à 16h, 16h, 1 minute. OK? Si le premier match a pris toutes les minutes là-bas, ça veut dire que ça a pris plus de 40 minutes. Qu'est-ce que nous devons faire? Il n'y a plus question de négociation parce qu'à la réunion, on n'a pas dit que ce match devait commencer à 16h40 minutes. Non, elle n'est censée faire la bagarre. Non, il fait la bagarre. On doit renouveler, on doit encore proposer. Il dit bien qu'à la réunion technique, on à la réunion technique, du match, comme le commissaire du match qui a mal managé la première rencontre. Le coordonnateur est le responsable du stade. Le coordonnateur est le responsable du stade. Ce qui veut dire qu'il doit nous dire, les deux équipes. non, ce n'est pas lui qui doit vous dire, Oh, n'organise pas votre match. C'est pas lui qui est l'organisateur du match. Il ne prend pas la réunion technique parce que le match se joue dans l'infrastructure dont il a la charge. Mais ce n'est pas lui qui organise le match. C'est la fédération à travers le CTP qui doit vous faire tout ce genre de communication. Ce n'est pas le directeur du stade. Yvan, le commissaire du match. OK? Oui. Tout le monde qui doit s'occuper du match est là. Oui, mais bien sûr. Il vous pose chacun la question. a un rôle. Non, attends. Dans l'organisation du match, chacun a un rôle. Attendez bien, souffrez. Il vous pose la question en tant que coordonnateur du stade. Monsieur, est-ce que à cette heure-ci, nous aurons le stade? Oui. OK? Le match, deuxième match doit commencer à 16h, pas à 16h40 minutes. Écoutez-moi bien. OK? Ce qui veut dire que si les 40 minutes ont passé, on est passé à 16h, à plus de 16h. OK? Lui, dans la réunion, va dire que si ce match-ci, deuxième match, se joue à 16h30, je ne suis plus responsable de la lumière. Dans la réunion. Non, vous faites l'amalgame. À À la réunion, on vous communique l'heure du début du match. Oui, parce que les péripéties du match ne sont pas maîtrisables, on est d'accord? Sur quoi? S'il y a un blessé pendant le match, vous ne pouvez pas savoir avant le match qu'il y aura un blessé pendant le match. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord, Voilà. ça ne peut pas prendre 20 minutes. Non, soyons d'accord, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on discute de façon raisonnable. S'il y a des arrêts de jeu qui sont au-delà d'un certain nombre de temps, avant le moment, vous ne pouvez pas savoir qu'il y aura des arrêts de jeu qui vont au-delà de 14 minutes. Ce que le coordonnateur du stade vous dit, c'est ce qui est contenu dans le protocole d'accord avec celui qui sollicite son infrastructure. C'est tout. C'est-à-dire que vous avez joué 2 matchs dans mon infrastructure. Le premier commence à 14h, le deuxième commence à 16h et s'achève à 18h. S'il y a des soubresauts, je le redis encore, s'il y a des problèmes au niveau de l'organisation, ce n'est plus de la responsabilité du responsable du stade qui, dans son protocole d'accord, s'est entendu avec celui qui sollicite le stade. Au plus tard, à 18h, vous devez libérer mon infrastructure. Parce qu'au-delà même de l'éclairage, il y a d'autres facteurs en termes de sécurité. Et tout ça. Si le match va à une certaine heure, au-delà d'une certaine heure, qui assume, qui paye la facture? La direction du stade, si vous êtes directeur d'une infrastructure, je prends un exemple simple, vous suscitez une salle pour votre mariage. Et le responsable de la salle vous dit, mon mariage ira de 22h à 6h. Est-ce qu'à 6h30, vous êtes encore dans les délais du contrat? Vous n'êtes plus dans les délais du contrat. Donc si le propriétaire vient à 6h30, fermez la salle, il ne sera pas responsable du fait que vos invités soient arrivés en retard. C'est vous qui êtes responsable de vos invités. Donc vous devez vous arranger à ce que vos invités soient dans le canevas horaire défini dans le protocole d'accord avec le propriétaire de la salle. C'est tout. Compris votre point de vue, Yvan Kamwa. Coach, est-ce que vous avez l'impression que décidément, il y a comment je vais formuler ça, une collaboration impossible entre l'ONIES et la FECAFOOT? Non, ce n'est pas qu'il y a une collaboration impossible, tout est possible. Je pense qu'il faut juste que les deux entités fassent, n'est-ce pas, des négociations tout à fait claires.
Disons que si un match commence à 16h, qui devait se terminer à 18h, on sait qu'il y a encore visibilité, on n'a pas besoin de la lumière. Et dans les négociations, et même dans le contrat qu'on signe, on peut effectivement aussi, n'est-ce pas, y ajouter que si il y a des incidents et que le match va dans des temps nocturnes, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que c'est des choses que les gens doivent négocier, discuter, que ça n'arrive pas, parce que là, ça ne nous honore pas de voir des matchs, n'est-ce pas, j'ai vu un match au stade de la Réunification où les gens ont commencé à allumer les portables pour signaler, voilà, on ne voit plus le ballon et tout ça, c'est pas bien. Je crois que avant cet exécutif, il y a eu aussi auparavant des matchs qui se jouaient et ça ne se passe pas. Avant, il y avait l'ONIES, il existe depuis ou bien. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui que ça existe. Voilà. Maintenant, si on est dans cette situation où les équipes, n'est-ce pas, ont cette difficulté, c'est pas bien, Lydie. Je crois qu'il faut que vraiment la FECAFOOT et l'ONIES s'asseyent et puis on discute pour tout un championnat qui va se jouer, comme Yvan l'a dit, pour que ça n'arrive pas tout le temps. Il faut qu'on discute en disant, OK, on a 8 matchs qui vont se jouer. Si les matchs vont au-delà de 18h30, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça peut toujours arriver qu'il y ait des incidents. Il peut y avoir des accidents dans le terrain où tout est arrêté et que les gens essaient de voir tout ce temps qui va passer. Et l'obscurité arrive, qu'est-ce qu'on fait? On arrête un match? Non, je crois que le stade est fait pour ces footballeurs et qu'on trouve vraiment le moyen de les faire jouer dans la paix et que les choses vont dans le bon sens pour l'évolution de notre football. On sait qu'il y a eu un gros débat autour de la programmation des matchs en journée, à l'époque à 13h, et les équipes se plaignaient de la chaleur et etc. Maintenant, on essaie de ramener les matchs en nocturne. Il y a ces incidents-là qu'on enregistre. Est-ce que peut-être la solution serait aussi de revenir à ce qui se faisait avant, programmer les matchs en journée? Et puis, voilà. Non, mais moi, je pense que déjà, jouer des matchs, par exemple, aussi en nocturne, c'est bien pour nos footballeurs. Même ceux qui ont, n'est-ce pas, fait les compétitions internationales. Quand vous allez, par exemple, au Maghreb, les gars savent qu'au Cameroun, les gens ne jouent jamais en nocturne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils programment votre match à 20h le soir et les projecteurs, n'est-ce pas, toute la lumière, ça vous dérange. Je crois qu'il faut qu'on aille à ce niveau-là où, normalement, Lydie, pour jouer un match de football, il faut que les joueurs se fassent plaisir. Et je crois que même les spectateurs qui viennent doivent, n'est-ce pas, éviter cette canicule qui doit, n'est-ce pas, à tout le temps faire des breaks pour que les gens aillent boire et tout cela. Si on commence normalement un match à 15h30 ou 16h, je crois que cette fraîcheur permet aussi de faire un bon match où les joueurs, n'est-ce pas, ont cette fraîcheur de pouvoir mieux jouer. Et effectivement, que après cela, dans la nuit, ça permet aussi que les gars commencent déjà à vivre. Parce qu'il y a des jeunes ici chez nous qui n'ont jamais joué en nocturne. Il faut qu'ils apprennent déjà à jouer dans cet état de choses pour que dans l'avenir, ça puisse les aider, n'est-ce pas, à pouvoir s'en sortir, même s'ils vont jouer des matchs internationaux, n'est-ce pas, dans les temps nocturnes. Dans les deux parties doivent s'entendre. Exactement, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Oui, Yvan, c'était moi, je peut-être sortir. Je pense que le nerf gordien de cette histoire, c'est la question des finances. Oui, absolument. Oui, bien sûr. C'est la question des finances. Du côté de la fédération, je pense que ils doivent éprouver cette intention de trésorerie qui ne les autorise pas à faire des dépenses au-delà d'un certain montant, parce que j'ai lu le document que la fédération a publié il y a quelques mois, faisant référence au listing des dépenses en termes de sollicitation qu'ils ont versées à l'ONIES pour la saison dernière. Et je me suis amusé à faire un calcul et je me suis rendu compte qu'en moyenne, la fédération paye 173 000 par match en termes de location de stade. 173 000. Vous conviendrez moi que 173 000, ça ne représente pas grand-chose. Et si au niveau de la fédération, on en soit à pleurer, entre guillemets, de payer 173 000 pour un match. Vous avez fait les bons calculs? Non, moi, je ne pense pas que ce soit vraiment... Vous pouvez faire les mêmes calculs. Puisque rien que les toilettes, rien que nettoyer ces chaises-là et tout l'entretien, non, je pense C'est pourquoi je vous dis, oui. Coach, ça doit être plus. Je n'invente rien. Parce que les athlètes prennent le stade, par exemple, celui le stade de la réunification, les athlètes le prennent en moins 2 heures à 250 000 francs. Mais bien sûr, par exemple, même si c'est le stade de Bonamou, ça dit où il n'y a pas grand-chose. Je crois qu'un stade comme celui de la Réunification ne peut pas coûter 173 000. Ce que j'attends que vous disiez, c'est que l'ONIES, à son niveau, fait des efforts pour que la FECAFOOT organise ses compétitions. Je n'invente rien. Les chiffres sont là. En fait, ils ont l'obligation de collaborer. C'est-à-dire qu'après cette émission, chacun peut reprendre le même document. Il fait la somme des matchs Elite 1, Elite 2, Guinée Super League. Il fait les totaux des sommes versées par la fédération et il fait la division. C'est simple, c'est un calcul qui est simple. Si vous trouvez un montant qui est au-delà de ce que j'ai dit,
vraiment de bonne foi, je confesserai que je me suis trompé. Mais des calculs que j'ai faits, des petites mathématiques que j'ai appris à l'école, ça m'a donné ce montant-là. Et si on en arrive au niveau où la fédération rechigne à payer 173 000 de moyenne par match pour la sollicitation de ces infrastructures-là, pour l'organisation de ces compétitions, ça veut dire que quelque part, c'est la question des finances qui pose problème. Et moi, quelque part, je me suis amusé à faire un développement qui n'est pas un développement d'experts, où j'expliquais que à une certaine époque, il faut quand même qu'on dise qu'avant que le Cameroun ne soit à ce niveau de modernisation de ses infrastructures sportives, il existait d'autres infrastructures qui n'avaient pas ce standing-ci. Et au niveau du ministère des Sports, il y avait un test qui organisait justement le partage des recettes par rapport aux compétitions qui s'y déroulaient pour permettre justement un minimum d'entretien de ces infrastructures. Or, nous sommes d'accord que ce texte-là datant d'une certaine époque, les infrastructures aujourd'hui, par rapport au montant qui avait été arrêté à l'époque, ne sont plus forcément en adéquation avec les exigences en termes de maintenance qu'il faut aujourd'hui. Donc je pense qu'on devrait aller dans une logique, dans une sorte de collaboration entre trois parties, c'est-à-dire que la direction des stades, les organisateurs de la compétition et les clubs. Je me suis amusé à penser que si au niveau des stades, par exemple, on leur donne la possibilité de pouvoir souscrire des activations avec des sponsors qui leur permettent de brander le stade pendant que la fédération organise ses compétitions, ça fait que ce branding-là génère des rentrées de fonds. Au niveau des clubs, ils s'organisent aussi à ramener un minimum de supporters au stade, ça fait des rentrées de fonds supplémentaires. La fédération également qui est dans l'organisation, ça fait que cette synergie-là va permettre d'avoir beaucoup plus de moyens. La fédération, dans ce partenariat, étant donné qu'elle permet à l'ONIES de pouvoir brander le stade et donc d'avoir des rentrées de fonds supplémentaires parallèles à l'organisation de ces compétitions, ne sera plus forcément obligée de sortir de l'argent pour les infrastructures parce que déjà, elle organise un spectacle qui permet à l'ONIES, à travers le branding et la sollicitation des partenaires, d'avoir des fonds. Et les clubs qui sont partie prenante de ce spectacle-là, eux aussi gagnent quelque chose. Ça permet que chacun à son niveau permet d'atténuer les dépenses qu'ils font. Il faut développer des stratégies. Il faut trouver des stratégies. Ça fait partie des stratégies, on peut en avoir d'autres. Ça fait partie des stratégies, à mon sens, qu'on pourrait développer pour adoucir un petit peu la situation. Parce qu'on a besoin que le football se joue. Absolument. On a besoin que les infrastructures fonctionnent également. Parce que si elles tombent dans un état de délabrement, ce spectacle-là ne pourra plus se jouer dans certains standards. Et tout le monde va sortir perdant. Or, on n'a pas besoin que cette situation-là arrive à ce niveau-là. Coach Mabouka. Oui, moi je dis d'abord, ce que dit Yvan, c'est impossible. Parce que d'abord, il y a des clubs qui... Non, moi je le dis clair. Il y a les clubs qui ont demandé ces infrastructures pour s'entraîner. Et capables même de payer. Et c'est impossible parce que une chose qui est sûre, c'est difficile d'entretenir ces infrastructures, surtout le gazon. Au Cameroun, ce n'est pas facile de donner à une équipe de s'entraîner. Nous avons demandé et nous n'avons pas eu la réponse. Parce que quoi? Il est important de garder ces infrastructures parce que on ne peut pas donner ça à une équipe. Moi, je parlais de match, hein, pas dans non, attendez un peu. Les matchs du championnat, c'est déjà organisé par la Ligue transitoire de football. Ce qui veut dire que c'est déjà arrangé. Comme nous avons dit, qu'il y ait entente et qu'il y ait une bonne collaboration. Parce que, les matchs sont en direct. Il y a certains matchs qui sont en direct. Et quand un match est en direct, ça amène plus de visibilité à ces clubs qui peuvent avoir un sponsor. Vous comprenez un peu? Parce que sur le plan financier, vous avez bien dit quelque chose d'extraordinaire. Les clubs, actuellement, sont gérés par des personnels. Ces gens-là, pour aller trouver un sponsor, ce n'est pas facile. Vous comprenez un peu? Je crois que ces matchs ayant une visibilité, ça pourra donner la chance à certains clubs d'avoir des sponsors qui vont essayer d'aider les clubs à pouvoir avoir... Des diffuseurs. Oui, moi je me dis que nous allons arriver là. Pour arriver là, je crois qu'il y a beaucoup de clubs qui sont en train de faire des efforts déjà à essayer de faire tout autour, de trouver des petits sponsors. Mais je crois que en regardant les matchs du championnat aujourd'hui, ceux qui ont vu la saison passée, la saison passée, c'est différent. Ça va venir. Il faudrait seulement que l'Africa Foot, l'ONIES et la Ligue transitoire puissent trouver un accord qui peut, ne serait-ce que avoir, que la fédération puisse, et que les matchs puissent avoir une visibilité, de telle sorte que ces clubs peuvent aussi s'en sortir. Si les gens viennent au stade, si les spectateurs, comme a dit Yvan, qu'un match est full. Parce qu'on a eu des matchs comme ça en 91, 90. Pendant moi, j'ai joué un match
des quarts de finale de la Coupe du Cameroun à Bepanda où le stade était plein, contre l'Olympique de Volier, ou Diamant, où nous avons gagné un match 1-0. Déjà le match, à 18h30, ça faisait comme il restait 5 minutes. Les gens ont commencé à allumer les cartons pour que le match finisse. Et je crois que si on arrive à plus faire de tapage, de publicité, et que ces clubs aient des spectateurs, et que les gens viennent au stade pour supporter les clubs, je crois qu'on aura plus de rentabilité, les clubs pourront vivre, et le NIES et autres ne pourront pas avoir des problèmes au niveau des finances. Parce que ces infrastructures, sans vous mentir, le NIES est en train de faire un travail extraordinaire. Quand vous jouez sur ces terrains aujourd'hui, les pelouses sont de meilleure qualité. Et imaginez que le stade omnisport de Yaoundé était fermé et on a eu des matchs de championnat où tout le monde a dit « Waouh !» Et avant, on n'avait pas ça. Ça veut dire que c'est un travail extraordinaire. Nous devons dire merci à ceux qui sont responsables de l'ONIES pour l'entretien de ces stades. Alors, Jérôme, pour terminer, la solution, ça passe par la collaboration. Ils doivent s'asseoir. Et moi, je retiens tout simplement un mot qu'il disait Yvan. Il faudrait tout simplement que la fédération, au lieu de solliciter, par exemple, les matchs journée par journée, en fonction des journées, je veux dire, qu'ils s'asseyent, qu'ils décident tout simplement que, par exemple, la saison va sur 24 rencontres, je dis n'importe quoi, et que sur ces 24 rencontres, voilà, on rencontre l'ONIES. Peut-être que le coût peut même être moins. Parce qu'en allant dans le package, ça peut être, voilà, ça peut être dans un coût, à moins de coûts, je voudrais me répéter, et que d'aller discuter match par match qui pourra peut-être plus cher. Parce qu'il faut dire, si Yvan dit par exemple 173 millions suffit dans son cas, mais il faudra dire que là c'est pour les rencontres et puis les stades sont différents. Le prix de Bepanda n'est pas le même prix que le stade de Bonamoussadi ou alors que le stade annexe de Japoma ou alors autre. Donc il faudra tout simplement se baser sur ça et dire la collaboration. Parce que l'ONIES, dans sa mission régalienne, c'est d'entretenir les infrastructures. Et comment faudra-t-il pour rentabiliser, pour avoir des moyens pour entretenir ces infrastructures? Donc, il revient tout simplement à la fédération qui organise ces rencontres via le CT, FP, de pouvoir donner des moyens à l'ONIES de faire vivre et de faire respirer ce stade. Parce qu'il faut dire, lorsque vous entrez à Japoma, lorsque vous entrez au stade annexe ou bien au stade de Bepana, vous savez que oui, actuellement, les choses vont bon train. À quoi ça sert si l'ONIES devrait refuser l'électricité à une rencontre de football qui, au préalable, se sont bien accordés. Donc, il revient qu'ils s'asseyent, qu'ils collaborent, qu'ils s'entendent pour l'intérêt du football camerounais, pour donner la visibilité non seulement au club, aussi aux acteurs. Parce qu'il faut dire que ces acteurs-là, qu'on restreint le match, parce que lorsque vous regardez actuellement le football camerounais, lorsqu'on vous produit un match, par exemple, comme au stade de la vérification, vous vous dites quand même que ces gars-là sont prêts à aller jouer, pourquoi pas du côté de la jeunesse sportive Kabylie et autres. Surtout, lorsqu'on joue en nocturne, c'est encore quelque chose de bien parce qu'il faudra aussi les adapter à pouvoir s'expatrier. Parce qu'il faut dire que, comme venait de dire le code de Richard Toua, du côté du Maghreb ou alors dans d'autres cieux, on joue à partir de 18h parce que le climat étant favorable aux acteurs de bien s'exprimer à ces heures-là. Donc on comprend et on espère bien qu'on n'assistera plus à de tels incidents lors des prochaines rencontres. On va donc sans transition entrer dans la seconde et dernière partie de cette émission consacrée au débat. Et ce soir, on s'intéresse aux éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026, principalement dans la zone Afrique. On rappelle que lors de la première journée pour ce qui concerne le Cameroun, les Lions indomptables s'étaient donc imposés à Japoma par 3-0 face à l'île Maurice et mardi face à la Libye du côté de Benghazi. Le Cameroun a fait match nul à 1 but partout. On fait le point dans ce reportage que signe Oni Ladonnette. In a surprising turnout of events, the indomitable Lions of Cameroon managed 1 point in Benghazi against Libya in the second day of play of the 2026 World Cup qualifiers. Deprived of Kyle Chokwe Kambi and Andre Onana to injury, Rigobert Song opted for an attack line with Frank Magri and Ondua in goal. Clinton Jay also made the starting lineup. The Lions shared ball possession with host, but seemed poised enough to get the goals.
Olivier Ncham will open scoring at the 34th minute. The laser lights pointing into the face of this Samson Sport player will not hold him back from putting the shot into the back of the net. Unfortunately, miscommunication inside the 18-yard will give way for an equalizer through Abdul Munem Alayan. This will come at the 43rd minute. Back from the dressing room, Song will introduce Brian Bemo, Faris, giving Dynamo's Lionel Ateba his first minutes with the national team. The scores will, however, remain unchanged. Cameroon still leads Group D with 4 points despite this draw. Second and third place Cape Verde and Libya are also on 4 points. Angola, on the other hand, has just 2 points. Voilà, retour en plateau. Coach Ernest Mabouka, le Cameroun, quelle analyse vous faites du comportement du Cameroun jusqu'ici, après ce début des éliminatoires de la Coupe du Monde? Parlons d'abord, parce que pour analyser, il faut analyser match par match. Quand vous regardez le premier match que le Cameroun a joué contre l'île Maurice, vous regardez le système de jeu que l'entraîneur, sélectionneur a mis sur pied, et c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que pour la première fois que le Cameroun joue avec le 3-4-3, qui a bien donné, et que nous avons vu qu'on avait une densité au niveau du milieu de terrain. Et sur les côtés, avec le jeune Angoua qui joue sur le côté, vous voyez bien que sur le plan offensif, il apporte plus. Parce qu'il a cette facilité de bien, ne serait-ce que s'amuser avec le ballon, et qui donne des possibilités de centre et des passes au niveau du côté gauche. Ça veut dire que Tchama 2 qui est entré, nouvellement appelé à l'équipe nationale, a montré quelque chose que tout le monde a vu qui était bien sur le plan défensif et offensif. Je crois, parlant du premier match, nous avons bien géré ce premier match parce que sur le plan de ce système, sur le plan offensif, on n'avait pas de problème. Sur le plan de cette densité au milieu de terrain, on gérait bien le match. Sur le plan défensif, nous avons quelques frayeurs. Et vite, le manager a vite vu que Gonzalez, qui joue à l'axe, perdait de vitesse et il a changé en mettant Wo à l'axe, Castello du côté droit à l'axe, et puis il a fait entrer celui qui a toujours joué comme latéral gauche. Tolo, qui s'est bien battu là, à la fin du match. On n'a pas eu de frayeur. Bon, parlant du match de la Libye. Peut-être avant de parler du match de la Libye, peut-être une autre analyse aussi des pénalistes par rapport à cette première rencontre face à l'île Maurice. Vous avez regardé le match, Jérôme Bango? Oui, Lydie, j'ai regardé le match. Vous avez également apprécié le 3-4-3 de Rigobert Song, le coach Ernest Mabouka qui estime que ça a très bien fonctionné. Oui, ça a fonctionné parce qu'en ce moment-là, nous avons des milieux de terrain qui font le boulot sur le plan offensif et sur le plan défensif. Les joueurs qui sont sur les côtés font en même temps apporter une animation sur le compartiment offensif et en même temps sur le compartiment défensif. Lorsqu'il relevait le cas de Yimgwa, qui évolue du côté gauche et qui est joué de Lorient. Donc il faut tout simplement dire que dans cette animation, dans ce système, je voudrais dire, on a plus les gars sur pied qui apportent plus sur le plan offensif et sur le plan défensif. Ça a bien fonctionné. Mais je dis, j'étais sur le plateau la dernière fois, je dis, c'était bien, l'île Maurice, c'est bien. C'était pas une faute de guerre. Et ces jeunes joueurs, on a vu comment Tchama 2, Yimgwa et les autres ont été à l'aise. Notre joueur qui joue du côté de Brighton, là. Bemon, tout le monde avait été à l'aise. Donc, il faudrait dire que pour cette première rencontre, et puis en plus, le Cameroun avait à cœur, parce qu'il faudrait dire que l'ouverture des éliminateurs de la Coupe du Monde, c'est de commencer avec un bon résultat, pour ne pas être piégé à mi-parcours. Donc, ils sont bien exprimés du côté de Japoma, mais sauf que du côté de Benghazi, il faut dire que là,
ça a été un autre cas. Donc, on doit apporter plus d'analyse encore tout à l'heure. Quel est le regard, coach, sur ce que vous portez sur ce premier match remporté par le Cameroun face à l'île Maurice vendredi dernier à Japoma? Oui, je pense que pour moi, ce qui a été intéressant, c'est l'intégration des nouveaux jeunes. Joueurs, Que le coach Robertson a pris l'initiative vraiment de les titulariser. Amener le jeune Chama de faire jouer Yongwa et autres. Je pense que cette équipe montre une bonne reconstruction. Et c'est ça qui fera, n'est-ce pas, la force de cette équipe dans les années à venir. Il y a de très bons jeunes joueurs que j'ai vu jouer, que ce soit Ben Elliott, qu'on a donné une possibilité de s'exprimer. On voit du talent. Et c'est le plus important pour moi, Lydie, qui a toujours milité pour la jeunesse. Tout à fait. Et je pense que le coach Robertson est vraiment sur la bonne voie. Déjà que ces enfants puissent s'adapter aussi rapidement au système de jeu qui a été mis sur pied, ce qui a été un peu difficile dans les matchs passés. On voyait déjà que cette équipe aujourd'hui est en train de mieux se développer avec un équilibre presque sur tous les compartiments. Cette équipe joue avec beaucoup d'assurance. Le gardien André Onana presque pas été vous connaissez très bien. Puisque oui, ce sont les jeunes, n'est-ce pas, que je connais très bien, puisque toute la défense a été vraiment très solide. Il est bien vrai que l'équipe en face n'a pas proposé vraiment grande chose, mais déjà nous on dit battre une équipe qui n'est pas vraiment très bien organisée, c'est une sensation. C'est vraiment parce que là vous devez puiser une motivation extra pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre au service du jeu. Et c'est ce que l'équipe du Cameroun a su très bien faire. De telle sorte qu'il y a une bonne marge de progression qui se passe au sein de ce groupe. Et l'entraîneur a vraiment envie de rajeunir l'équipe. C'est pour ça que personnellement, je pense qu'il a besoin du temps pour pouvoir faire un football encore comme celui que les gens prétendent voir, ce qui a été dans les années antérieures. Il a vraiment l'envie de mieux le faire. C'est pour cette raison qu'un match comme celui de la Mauritanie qu'on a eu à jouer au Cameroun, l'île Maurice, pardon, ça a montré une fois de plus que cette équipe a de la qualité auquel on peut vraiment mieux se baser pour rebâtir une équipe conquérante, n'est-ce pas, dans les années à venir. Yvan Kamwa, est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture? Il faut du temps pour quand même asseoir un certain nombre d'éléments, comme indiquait le coach Richard Toa. Non, pas... En conférence de presse, on entend Rigobert dire bon, il est là pour apprendre. Et je crois que c'est quelque chose que les journalistes n'aiment pas beaucoup apprendre. Non, c'est une incongruité de dire que tu viens à la sélection Fagnon du Cameroun pour apprendre. Et Rigobert qui a passé, je crois, 16 ans dans cette équipe, 12 ans comme capitaine, est très mal placé. En équipe nationale, on ne vient pas apprendre. Soit tu viens pour apporter ce que tu apportes, soit tu apprends en club le temps que tu sois maturé et on t'appelle en sélection Fagnon. Ce n'est pas les catégories U17, U20 où on estime que tu es encore en processus de formation et que tu dois encore pouvoir progresser. En équipe nationale Fagnon, on apprend peut-être tous les jours aussi. Parce qu'il y a l'obligation de résultat de l'équipe nationale Fagnon. Et quand vous avez l'obligation de résultat, ça ne vous donne pas beaucoup de place à l'apprentissage. Qui plus est, quand on a une équipe comme le Cameroun qui a un label qui a été bâti pendant plus de 30 ans, 40 ans, un label qui convient d'être entretenu. Maintenant, pour revenir au match, vous n'allez pas me demander de dire si je suis d'accord ou pas avec les techniciens qui sont sur. Non, vous donnez votre analyse. Oui, je vais simplement donner mon analyse du match. J'ai entendu mes trois autres copanélistes. Ce qui ressort un peu de leurs interventions, c'est le satisfait. Oui. Moi, j'ai pas été satisfait. Plus que ça au terme du match face à l'île Maurice. Le résultat était positif, oui, parce que dans une telle compétition, démarrer la compétition, il est important de démarrer par une victoire parce que ça vous permet quelque part de vous mettre dans le sens de la marche. 3 points, c'est toujours bien. Mais au-delà de ça, dans le contenu, moi, je n'ai pas été satisfait. Déjà, le choix de jouer en 3-4-3, je parle là sur le contrôle des techniciens qui sont sur le plateau, c'est un schéma tactique extrêmement complexe, qui demande non seulement un certain niveau tactique individuel, un certain niveau technique individuel, mais également une exigence tactique collective, c'est-à-dire que minutieuse.
Si vous regardez dans les pubs... Non, le Cameroun ne l'a pas. Il ne faut pas se voir les yeux. Ah, c'est parce que le coach nous a dit Si tout à l'heure. vous prenez l'exemple des meilleures nations du monde, regardez les meilleures nations du monde, que ce soit en équipe nationale ou dans les clubs, le coach qui connaît très bien le football européen, vous voyez combien de grands clubs européens qui jouent dans ce système? Des joueurs qui sont pourtant ensemble tous les jours, qui ont le temps de travailler des automatismes, qui ont un niveau qui n'a rien à voir avec celui qu'on a en équipe nationale du Cameroun. Combien jouent dans ce système? Parce que c'est un système qui est extrêmement difficile à animer. Aujourd'hui, Non, non, non. Aujourd'hui, Oui, la plupart des grandes équipes en Europe jouent dans ce système. C'est-à-dire Chelsea, Bayern Munich. Non, 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 on ne peut pas te laisser avancer. Non, je te donne. Chelsea joue dans le 3 Non, non, non. Le problème, tous les systèmes, vous pouvez me dire un système de jeu qui est facile? Non. Est-ce qu'il y a un système de jeu qui est facile? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Oui, mais puisque vous dites que le 3-4-3 est un système hyper difficile. Est-ce que tous les systèmes de jeu se valent? Non, mais attendez. Est-ce que tous les systèmes de jeu se valent? Je vous pose d'ailleurs la question de savoir, est-ce qu'il y a un système de jeu facile? Moi, je vous pose une autre question de savoir, est-ce que tous les systèmes de jeu se valent? Les systèmes de jeu se font par rapport au profil de joueur. Justement. C'est de ça qu'il est question, monsieur. Il faut comprendre que le sélectionneur Rigobert Song a opté pour un 3-4-3 par rapport aux joueurs qu'il a sous la main. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Je vais poursuivre l'analyse. Je vais poursuivre l'analyse. Dans son 3-4-3, il choisit de mettre qui comme patron de la défense? Gonzalez. Qui pour moi est un mauvais choix. Pourquoi? Parce que Gonzalez, dans sa position, est le premier relanceur du Cameroun. C'est pas Si vous... Oui. Non, non, c'est pas automatique. Oui, ou le gardien. Coach. Ou le gardien. Coach. Attends. Coach. Laissez Yvan. Laissez-moi terminer, laissez-moi dire des bêtises, vous allez me corriger après. Je peux vous dire quelque chose. Et puis vous continuez. Quand vous n'êtes pas technicien, si... C'est pour ça que les techniciens sont là. Quand vous n'êtes pas technicien et que vous voyez les joueurs dans cet état d'esprit, comment est-ce que vous pouvez dire que Gonzalez est le meilleur relanceur par rapport à Christophe? C'est pas ce que j'ai dit. Il n'y a pas dit qu'il est le meilleur relanceur. Vous dites que, qu'est-ce que vous dites? Il a dit que dans la configuration par rapport à son positionnement, il est censé être le premier relanceur du Cameroun. Il est censé être le premier relanceur. Et sur le match, ça s'est confirmé parce que c'est lui qui sortait tous les ballons du... Il a sorti 80% des ballons du Cameroun. Coach, vous pouvez revoir le match après. On a même vu des actions où il allait discuter le ballon dans les pieds d'Andro Onana qui dit donne-moi le ballon, je vais le relancer. Sortir le ballon. Vous allez nous dire que... J'ai parlé de premier relanceur, coach. Non, tous les ballons où le Cameroun était en transition, c'est Gonzalez qui sortait le ballon, oui ou non? Mais vous dites la même chose que moi, j'ai dit quoi? Je dis non. Mais qu'est-ce que ça te dit? Le Cameroun n'a jamais eu un ballon où Gonzalez a sorti un ballon quand nous étions en transition. Jamais. Toutefois, c'était au niveau organisationnel. Ça veut dire que le ballon va lui donner sur les côtés, simplement. Il n'a jamais joué un long ballon. Oui, mais dans notre équipe, vous ne me laissez pas développer. Non, quand vous dites que c'est lui qui est le premier relanceur. Laissez-moi dire des bêtises. Laissez-moi dire des bêtises. D'accord, merci pour ça. C'est intéressant. Dans son positionnement, il est sorti. Et justement, le problème avec le positionnement de Gonzalez, c'est ça. Parce que Gonzalez, dans ce moment, n'a donné aucune passe qui cassait une ligne. Il ne faisait que donner les ballons latérales. Et face à une équipe qui joue bloc bas, je peux dire des bêtises, vous allez me corriger après. Face à une équipe qui joue bloc bas, quand vous jouez dans cette configuration-là, lorsque vous êtes dans la préparation de l'action, vous devez mettre le maximum de vitesse possible avant que le bloc défensif adverse ne se reconstitue. Or, quand vous avez votre premier relanceur, quand il prend le ballon, on lui donne une passe qui élimine au moins la première rideau défensif adverse, quand on donne les ballons latéraux, conséquence, le bloc défensif mauricien se reconstituait. Et moi, ce que j'ai observé, c'est qu'on avait une équipe du Cameroun qui ronronnait avec le ballon. On a vu pendant toute la première mi-temps, Yvan Neyou et Zambo Anguissa incapables de revenir chercher les ballons pour organiser le ballon dans le jeu dans le cœur du milieu. Si nous étions les figurants de Yongwa, dites-moi quel joueur camerounais a montré quelque chose d'intéressant sur la première mi-temps. Ça, là, honnêtement, moi, j'ai rien vu. Peut-être que nous, on a vu un autre sur la deuxième période, il y a probablement eu un discours qui allait dans le sens de la révolte. On a vu des joueurs qui en avaient plus envie. Et ça s'est ressenti. Mais honnêtement, je parle en tant que profane. Dans l'organisation. Moi, j'ai discuté avec d'autres entraîneurs aussi. Rassurez-vous, coach. On ne vient pas sur un plateau pareil, aussi sérieux, pour faire de la flagonnerie. J'ai discuté avec d'autres entraîneurs et leur point de vue. Peut-être entre vous, entraîneurs, vous avez des façons de comprendre le football que nous, qui ne sommes pas entraîneurs, on ne comprend pas. Mais j'ai discuté avec d'autres personnes qui avaient des points de vue qui n'étaient pas très loin de ce que moi j'estime. Après, chacun peut avoir son point de vue. Mais pour moi, de ce que j'ai observé, pour me résumer, je n'ai pas été satisfait collectivement du jeu du Cameroun. J'estime que ce schéma tactique est un schéma beaucoup trop
exigeant vis-à-vis des profils et des qualités des joueurs qu'on a dans notre équipe. En 2000, on jouait avec ce système parce qu'on est des joueurs d'un certain niveau. Quand vous regardez l'équipe du Cameroun, c'était dans les meilleures équipes au monde. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a des joueurs qui se cherchent dans des équipes moyennes en Europe. Ça, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Le dire ne veut pas dire qu'on est moins Camerounais qu'un autre. On est simplement réaliste. Et ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas que le Cameroun ne gagne pas ou le Cameroun ne joue pas bien. On est simplement réaliste. Quand vous regardez l'équipe de 2017, comment est-ce que Hugo Broos fait pour gagner la CAN? Il prend conscience qu'il a des joueurs moyens. Oui. Et donc, il bâtit une philosophie de jeu sur des joueurs moyens. Mais avoir des joueurs moyens et vouloir jouer comme des joueurs de haut niveau, pour moi, c'est un tort de la part de Rigobert. Déjà que c'est une incongruité. Hein. Que nous, les techniciens, soyons sur le plateau et ils vont prendre tout le temps à pouvoir décortiquer. Donc, vous allez parler. Dans son point de vue, c'est non, attendez. Le point de vue d'un profane. Lui, il ne parle pas en profane, il parle là en technicien. Puisqu'il nous parle de la zone de préparation, il faut aller très vite. Ça, c'est déjà une incongruité dans l'entraînement. La zone de préparation dont vous faites allusion, c'est une zone où on doit être calme. Sortir le ballon proprement. Et c'est maintenant dans la zone de prise de décision qu'on demande de mettre de la vitesse, comme ce que Mbemo a fait, comme ce que Christian Wu a fait. Et là, il met de la vitesse pour casser les lignes et pouvoir se retrouver dans la situation où il a frappé et le gardien mauricien a eu les difficultés à pouvoir remettre. Je pose une question pour mieux comprendre. Oui. Une équipe qui joue en transition. La transition se fait sur les différentes lignes. Ça dit que la transition, c'est quoi? La transition, par exemple, la reconversion. On parle de la reconversion, par exemple. Après, la reconversion peut se faire au niveau offensif comme au niveau défensif. Maintenant, la reconversion rapide. Et qui est tout à fait ce que le Cameroun a réussi à faire. Parce que là, qu'est-ce que Christian Wu fait pour marquer ce but? Il se reconvertit très rapidement après la perte de balle du mauricien. Il va très vite pour pouvoir donner la possibilité, n'est-ce pas, au Cameroun d'avoir cette occasion de but. Moi, je dis, il ne faut pas rentrer dans des analyses vraiment si on ne le maîtrise pas parfaitement. Parce que là, dire qu'un Gonzalez est celui qui sort les balles, n'est-ce pas, dans la défense du Cameroun, je dirais non. Déjà, quand on joue avec 3 défenseurs axiaux, qu'est-ce qui se passe? Tous les 2 couloirs ne sont pas occupés par eux. Maintenant, quand les 3 actions ont le ballon, c'est celui qui est dans l'axe qui donne la possibilité aux 2 autres de pouvoir ouvrir le jeu et permettre maintenant à ces 2 pivots, les pistons qui sont sur le côté, de pouvoir mieux se projeter vers l'avant, Yvan. De telle sorte que, qu'est-ce qui se passe maintenant entre Zambo Anguissa et Neyou? Il y a l'un d'eux qui est le principal animateur, qui donne la possibilité maintenant au second de pouvoir donner, n'est-ce pas, une certaine stabilité au niveau de l'attaque, où on va trouver, n'est-ce pas, cet équilibre qui va permettre maintenant à nos attaquants de mieux s'exprimer. Et c'est ce que le Cameroun faisait dans le plus calme absolu. Parce qu'il y a dans le football une situation de jouer contre une équipe qui n'est pas organisée et contre une équipe qui est mieux organisée. La manière que le Cameroun a joué contre l'île Maurice, il ne peut pas jouer comme ça contre le Sénégal. Parce que là, il trouvera en face une équipe organisée qui sait effectivement ce que vous allez faire quand vous n'avez pas le ballon. Et quand vous n'avez pas le ballon, ce que les Mauriciens faisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont laissé le ballon au Cameroun. Ils sont partis se mettre presque à l'entrée de la surface de réparation. Ce qui est vraiment très difficile en ce moment-là pour une équipe de pouvoir juger effectivement comment est-ce que nous devons attaquer. Quand tout le monde est planté devant les 16 mètres, on vous laisse le ballon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Cameroun a essayé parfois de passer par l'axe, ce qui a été vraiment très difficile en comprenant le ballon dans leur propre moitié pour qu'en ce moment-là, nous on passe par une transition rapide. Non, je crois que le Cameroun a mieux fait de pouvoir très bien gérer ce match parce que le plus important là, Yvan, c'est de gagner ce match. Et l'essentiel a été fait. Maintenant, la manière dont vous allez vouloir peut-être développer cela, c'est pour ça que j'ai dit ça viendra peut-être plus tard. Avec l'organisation qui sera mise sur pied par le staff technique, ils sont en train de donner déjà la chance à beaucoup de jeunes que nous, on est en train de découvrir. Moi, personnellement, je suis vraiment très, très ému de voir que les jeunes que nous, on n'a pas connus, comme Magri, aujourd'hui, qui est un buteur, n'est-ce pas, que nous, on voit effectivement dans l'avenir. Parce que même Aboubakar Vincent, avant qu'il ne s'impose dans cette équipe des Lions Indomptables, il lui a fallu du temps. Et c'est ce que le jeune Moumbagna, par exemple, que d'aucuns verront peut-être qu'il n'a pas fait un match très flamboyant, que moi, je trouve vraiment un joueur avec de très bonnes qualités, qui, dans l'avenir, déjà cet automatisme qui doit se retrouver parmi ces joueurs. Moumbagna a joué combien de matchs avec l'équipe du Cameroun? Magri en a joué combien? Et c'est des attaquants qu'on pensait, n'est-ce pas, tout de suite mettre en exergue
et leur voit, n'est-ce pas, se développer. Non, je dis, Yvan, tu es un peu très dur avec tes analyses et je préfère vraiment que parfois, que ça se passe vraiment dans un cadre où on essaie de voir les choses d'une manière tout à fait vraiment très générale et voir que cette équipe est en reconstruction. Exiger aujourd'hui à Rigobert Song. Non, le coach ne m'a pas laissé terminer. Il a parlé dans mon temps de parole. Non, il a parlé dans mon temps de parole. Je reprends d'abord ma parole. Alors, je reprends ma parole avant que on va permettre je reprends d'abord mon temps de parole avant qu'il Je pense que quand le coach parle de transition rapide, c'est un autre thème, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Faire le moins de passes possible pour se retrouver dans la zone de déséquilibre le plus tôt possible, avant que le bloc défensif adverse ne se reconstitue. Vraiment, il peut dire des bêtises, mais c'est ce que j'ai l'habitude de les entendre dire eux-mêmes sur les plateaux. Quand on les écoute, on apprend. Quand on les écoute, on apprend. Et tu ne veux pas Rigobert Song d'apprendre? Non, mais coach. Quand tu dis il faut déjà être très humble comme ce monsieur. À l'équipe senior, on n'apprend plus. Comment on apprend? On apprend à tous les niveaux. Même Guardiola ne cesse pas d'apprendre. Je suis d'accord. Même lui-même ne cesse pas d'apprendre. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Qui a le monopole? Qui a le monopole de cette science? Qui n'apprend plus? Il y a aussi ça. Qui n'apprend plus, Yvan? Ils ne m'ont pas laissé terminer tout à l'heure. Rigobert Song, dans la conférence de presse à Yaoundé, nous a dit que ses patrons ne lui ont pas donné pour obligation de gagner les matchs amicaux. Il a dit que les matchs amicaux, pour lui, étaient l'occasion de tester des choses qu'il va pouvoir essayer en match. Et c'est fondé. Comment est-ce qu'un entraîneur finit de jouer les matchs amicaux dans un système? Il arrive en match, il vous sort un système qui n'a rien à voir avec ce qu'il a travaillé en match amical. Comment est-ce qu'un entraîneur finit d'utiliser le 4-4, le 4-3-3, le 4-4-2 en match amical? Il arrive en match officiel avec les mêmes joueurs. Oui. Quelques Abouaka qui n'étaient pas là, oui. Oui. Et Kemen qui n'est pas là, par exemple, ça ne peut pas changer les donnes? Il y a Neyou qui est là. Non, attendez, est-ce que Neyou et Kemen, c'est le même joueur? Est-ce qu'ils ont le même profil? C'est ça qui a fait qu'on joue en 4-4-3. Non, je pose la question de savoir qu'on peut changer, même dans un match qui se joue, Yvan. Vous avez écouté la conférence de presse de Zambo avant-match? Vous savez ce que Zambo a dit? Zambo a dit, vous me reprochez de ne pas être le même Zambo en équipe nationale qu'en Naples. Vous avez suivi son explication? Oui, mais il n'a pas les mêmes joueurs, c'est clair. Il dit que tous les jours, ses partenaires changent. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il a dit que tous les jours, ses coéquipiers changent en équipe nationale. Non, ne cherche pas à écorcher ce qu'il a dit. Quand il a dit que ses coéquipiers changent régulièrement en équipe nationale, alors qu'en club, il joue avec les mêmes joueurs tous les jours. Zambo a dit qu'il n'a pas les mêmes joueurs à l'équipe nationale du Cameroun qu'à Naples, là où il joue. Au-delà de ça, il a dit que... Ce ne sont pas les mêmes joueurs. Et c'est tout à fait bien fondé. Qui ne peut pas jouer dans l'équipe nationale du Cameroun où vous attendez qu'il soit... Vous attendez que Zambo soit le buteur, vous attendez que Zambo soit le récupérateur, que ce soit l'organisateur. À Naples, là où il joue, il a autour de lui des joueurs d'un certain profil qui lui donnent la tâche un peu facile. Dans l'équipe du Cameroun, il a d'autres coéquipiers auxquels il doit s'adapter à la manière de ces gars qui jouent. Mais si en plus de ça, avec des joueurs dont il ne s'entraîne pas tous les jours, vous lui changez le binôme à chaque match, il n'a pas de repères. C'est qu'à chaque match, il doit chercher des repères. Non. Et c'est ce qu'on est en train de dire. Rigobert Song a beau dire qu'il apprend. Nous sommes d'accord que la vie est un éternel apprentissage. Oui. Mais un enfant qui est en train de préparer son examen ne peut pas avoir 7 au premier trimestre. Il a 7 au deuxième trimestre. Il a 7 au troisième trimestre. Et quand vous lui posez la question que, mais, comment tu as 7? Tu fais qu'échouer. C'est-à-dire qu'on ne doit même pas échouer. On constate que tu as des difficultés. Il vous dit non, je suis en train d'apprendre. L'apprentissage, c'est-à-dire que l'échec n'est pas un mode d'apprentissage. Si. Non, l'échec n'est pas un mode d'apprentissage. On apprend dans l'échec que dans la victoire. Mais on apprend dans l'échec, mais l'échec n'est pas un mode d'apprentissage. On doit pouvoir sentir une évolution. On doit pouvoir sentir une évolution. Et moi, je suis gêné quand un entraîneur finit de nous dire que en match amical, il travaille des choses et en match officiel, il dit c'est autre chose qu'on n'a pas vu en match amical. Moi, c'est-à-dire que je ne suis pas technicien, mais je vais trouver la logique. Bon, et je ne vois pas la logique. Je vais vous répondre. Coach très simple. Yvan, je préfère que vous allez dans un stage d'entraîneur de football. On vous donne la situation de 3-4-3. Et on donne à un autre entraîneur la situation de 4-3-3. Et 4-3, le 3-4-3. Vous allez voir qu'il y a différentes animations entre vous et l'entraîneur qui est en face de vous. Ok? C'est pour vous dire qu'il faudrait mieux de toucher ce métier. Ça veut dire qu'aller au fond, sur le terrain, avant de prendre les analyses. Vous avez analysé là comme un journaliste, ce qui est bien. Ok? Ce que nous aimons, c'est que quand nous sommes en stage, entraîneur de football, les journalistes venaient voir ce que nous sommes en train d'endurer en stage. Ça veut dire que dans des situations
Ok? Il faut dire que le sélectionneur, manager de l'équipe nationale, vous a fait découvrir quelque chose. Qu'au Cameroun, on n'avait jamais joué le 3-4-3. Il est le premier sélectionneur à jouer ce système. Au Cameroun, on jouait le 3-5-2. Vous comprenez? Donc, dites-vous que vous avez découvert quelque chose. Et quand Yvan dit que dans les matchs amicaux, il a joué ceci, vous jouez en fonction de la situation que vous avez en face de vous. Même dans les versions, on peut changer. Vous comprenez un peu? Ce qui veut dire que le Cameroun n'ayant pas Toko Kambi, n'ayant pas Aboubakar Vincent, je me retrouve dans une situation où j'ai Moubayan comme nouveau joueur. Qu'est-ce que je dois créer? Qu'est-ce que je dois porter comme émulation dans cette équipe? Comment je dois trouver? Qu'est-ce qui peut aider mes joueurs à pouvoir ne serait-ce qu'affronter ce match? C'est cette situation que l'entraîneur a en face de lui. Et qu'il trouve bien que dans le 3-4-3, le Cameroun n'a pas été une équipe médiocre sur le plan défensif et sur le plan offensif. Quand on joue dans un système, comme il a bien dit, il faut prendre du temps à sortir ses ballons. Et le Cameroun a joué avec cette manière où on n'a pas demandé à tous ces joueurs de vous affoler. Le seul joueur où nous avons vu un Bémo à droite qui faisait tout ce qu'il fallait faire. Nous avons vu le jeune latéral gauche de son côté qui jouait bien le ballon. Nous avons vu Toko Ekambi qui ne faisait que bouger de gauche à droite. Mais quand il avait le ballon, tu voyais vraiment qu'on était sur des positions à chercher. C'est pour ça que nous a donné... Non, quand tu regardes le nombre de pertes de balles, le Cameroun a moins perdu le ballon. Par contre, non, attendez. La fixation sur un joueur. Attendez. Coach, le joueur perd les ballons pourquoi? Après, quand on va parler des choix de Rigo, vous allez dire qu'on n'est pas technicien. Il a fait un choix d'un joueur qui a passé le temps à perdre les ballons dans un match, il ne veut pas qu'on en parle. Yvan, la perte de balle de Toko Kambi nous a causé un problème? Non. Parce que c'est normal qu'il perde les ballons. Non, attendez. Parce qu'au moment où il perdait le ballon, on récupérait ce ballon rapidement. Ce qui veut dire qu'il y avait des solutions à récupérer le ballon. Donc, nous n'avons pas eu de problèmes dans sa perte de balle. On jouait face à une équipe qui est faible. Où la majorité des joueurs sont de niveau de 3e division. Ils n'ont même pas joué depuis longtemps. Yvan souffrait que je vous dis que Toko Ekambi en perdant le match, en perdant le ballon contre le Sénégal n'est pas la même façon quand il perd le ballon contre l'île Maurice. Vous comprenez un peu? Il faut s'habituer à perdre ce qui veut dire que dans le système que nous avons joué contre le Sénégal, n'est pas le même système que nous avons joué contre l'île Maurice. Donc ce qui veut dire qu'au niveau de la densité, au milieu de terrain, nous l'avons. Ça veut dire que perdre le ballon comme tu veux, nous allons récupérer ce ballon. Et c'est partant de là où nous avons marqué le but. Quand tu regardes l'action du but que nous avons marqué, vous comprenez un peu? Donc ce qui veut dire que l'équipe en face, sur le plan de la transition, quand nous perdons nos ballons, n'ont pas eu de faille. Le Cameroun a eu des failles. Quand ils ont perdu un ballon, nous sommes partis marquer le but. Donc, quand vous regardez le match généralement, ce qui est positif, dites que le sélectionneur du Cameroun a fait quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'encourager... Oui, encourager Rigobert. On n'avait jamais joué dans ce système au Cameroun. Le 3-4-3 ne s'est jamais joué à l'équipe nationale de Cameroun. Je vous le dis. Comment ne s'est jamais joué? On joue le 3-5-2. Le Cameroun n'a jamais joué le 3-4-3. Non, mais on a joué contre le Béskissa 3-4-3. Bon, on vous dit que, attends, Yvan, pour te faire comprendre le football, c'est que les systèmes sont variants. Très bien. Ok? Ça a plusieurs variantes. Tu peux te retrouver en train de jouer dans un système de 3-4-3, en train de défendre avec 8 ou 7 joueurs. Ok? Tu peux te retrouver dans le système du 3-5-2, en train de défendre avec 9 personnes. Mais là, vous allez dire que c'est impossible. Ça se fait. Qui a dit que c'est impossible? Bon, c'est pour vous dire que dans un système de jeu, la seule chose, quand on regarde un match, c'est qu'analyser bien le match. Regarde que sur le plan offensif, qu'est-ce que cette équipe a fait en jouant ce système? Sur le plan défensif, qu'est-ce que cette équipe a fait pour avoir moins de tirs dans les buts? Très bien. Ok? Maintenant, qu'est-ce que l'île Maurice nous a causé comme problème quand le Cameroun a joué à Japoma? Un seul ballon dangereux.
Oui, mais peut-être aussi parce que l'île Maurice n'était pas cette équipe. Non, pardon, Losoto. Losoto n'est pas une équipe à amenant le Nigeria au Nigeria. C'est pour ça que mercredi, j'ai dit. Parce que vous le par exemple, si on avait mis par exemple. que le Maroc a atomisé la Tanzanie. Voilà, s'il fallait par exemple. Quelqu'un n'a pas tapé le Maroc. Qui a tapé le Maroc? Parce que vous pensez que le Nigeria se porte très bien. Une autre équipe n'a pas. Voilà, le Nigeria a deux. Parce que le Nigeria est une équipe qui se porte très bien. C'est pour vous dire que. C'est en fonction de l'adversaire, de l'équipe adversaire. C'est pour vous dire que. C'est-à-dire que l'île Maurice était même foudre de guerre. C'est pour vous dire que. Même si c'est pas ce qui joue au goal, ça n'arrive pas à avoir trop d'influence parce que. Vous savez pourquoi? Oui. Non, je ne veux pas dire. Parce qu'on sait déjà que. Parce que vous avez dit, même si c'est pas ça, je contre le Brésil. Je veux dire que dans l'organigramme de l'équipe nationale, on sait qu'il y a le numéro 1, le 2, le 3. Voilà une autre incongruité. Si on relève son militaire, Rigobert a été un génie. C'est-à-dire qu'un mec qui joue dans une équipe de 3e division, qui est au banc, vient être deuxième gardien de l'équipe nationale du Cameroun. Non, attendez. Je dis que l'île Maurice n'était pas aussi. Souffrez donc que je finisse. Terminé, coach, oui. Pour vous dire que le football qu'on voit là, il faut vivre le football quand vous êtes dedans. Ça veut dire que vous êtes entraîneur et on vous donne ce bâton qui chauffe. Vous gérez bien ce bâton qui chauffe. Vous comprenez? Pour le moment, Rigobert vous a fait découvrir quelque chose que les Camerounais ne pensaient même pas un jour qu'on devait jouer dans le 3-4-3. D'accord. Ok? Est-ce qu'on doit utiliser le système? Non, oui! C'est pas fantaisie. Pas fantaisie, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut utiliser le même système devant le Maroc? Ou bien devant le Sénégal? Ou bien et avoir le même résultat? On utilise le système en fonction de la. Il y a que vous qui pensez que exactement. C'est ce qu'on est en train de dire exactement. Par rapport à ce système, c'est pour ça qu'il pense que joueurs capables justement d'animer ce système-là. Le Cameroun peut jouer dans ce système. D'accord. On a les joueurs pour ça. Avec plusieurs animations. C'est ce qu'on dit. Et dans ce système, moi je me dis même qu'on va se porter bien. Ah d'accord. Parce que, je vais vous donner un cas très simple. On prend l'équipe qui a joué contre le Brésil, on joue ce système, ça veut dire que Bossé, Wo et puis Castello. Je suis très content. Oui. Ça veut dire que les trois derrière. Je suis très content. De telle en sorte qu'on joue avec les milieux de terrain, Kemen, Zambangissa et autres, on aura une densité claire, on n'aura pas de problème. Vous comprenez un peu? Maintenant, vous trouvez qu'on ne peut pas jouer parce que vous dites qu'il y a les joueurs de 3e division. Moi, je me dis que chaque entraîneur joue en fonction de l'adversaire. Vous comprenez un peu? Ce contre l'île Maurice, le sélectionneur, manager vous a fait découvrir quelque chose. Ok? Dites-lui, donnez-lui des idées, des arguments, mais lui, il a ce qu'il doit faire à chaque match. De nous donner le résultat, qu'on puisse se qualifier. Voilà. Parce que beaucoup ne lui donnent pas. Beaucoup disent que peut-être il ne pourra pas. Mais il va le faire. On l'a vu à Blida. Il est en train de montrer aux Camerounais que à chaque fois que les gens. Parce qu'on ne cesse pas. Quand vous dites qu'il dit que. Vous avez dit une fois qu'il est le champion des adages, non? Hein? Quand il vous dit ça en plein interview. Quand il vous dit en plein interview qu'il est en train d'apprendre. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre ça comme quelqu'un qui est assis devant vous et qui vous dit que je n'ai jamais cessé d'apprendre? Moi, ce qui me pose un problème, ce n'est pas hier que Rigobert soit découvert qu'on devait jouer l'île Maurice et la Libye. Est-ce qu'on est d'accord? Le tirage au sort a eu lieu depuis. On prépare un examen par rapport aux épreuves qu'on va affronter le jour de l'examen. On a gagné oui ou non? On a gagné oui ou non? J'ai commencé par admettre que la victoire est une bonne chose, mais dans la victoire, il n'y a pas que des choses positives. C'est vous qui voulez faire comme si tout est beau dans le meilleur des mondes. Tout était positif dans ce match. Non, tout n'est pas positif, je suis désolé. Même Rigobert lui-même a dit que tout n'est pas positif. Donc il n'y a que vous qui pensez que tout a été positif. Coach, on prépare un examen. C'est-à-dire que vous n'avez pas une épreuve de mathématiques à l'examen, vous commencez à étudier le français. C'est incohérent. On est d'accord, coach? Vous devez composer en philosophie, vous apprenez les mathématiques. C'est incohérent. C'est pas ça dans le football. C'est-à-dire que vous savez que vous allez jouer en 3-4-3 contre l'île Maurice. Je suis d'accord que contre le Sénégal, vous testez le 3-4-3. Pourquoi? Mais parce que c'est ce que vous allez appliquer dans les matchs qui comptent. Non. Parce que c'est ce que vous allez appliquer dans les matchs qui comptent. Mais quand vous faites vos joueurs jouer dans un 4-4-2 ou dans un 4-3-3 en match amical, et qu'en match qui compte, vous les faites jouer dans un 3-4-3, il y a de l'incohérence. C'est une stratégie aussi. Je pense qu'on donne quand même une raison. On donne quand même une raison en vous disant vous pouvez préparer vos joueurs en 3-5-2
Et arrivé au match, vous jouez le 4-3-3. Un seul joueur peut vous faire changer un système de jeu. Un seul joueur manquant, un seul joueur qui manque, dans la manière que vous avez fait votre animation. Ça vous amène à penser autrement et trouver, n'est-ce pas, le système qui peut, par rapport aux joueurs qui sont là, fonctionner. Je dis même dans les vestiaires, on peut changer un système de jeu. Même au cours du match. Un match en train de se jouer, je fais un remplacement et je change directement la manière de jouer. C'est ce qu'il faut que toi tu comprennes, Yvan. Il ne faut pas seulement se fixer en disant on a travaillé le 3-4-3 et puis on vient, on joue le 3-4-4 ou bien comme tu le veux. Mais le problème, c'est l'animation. Est-ce que l'animation se passe bien? Oui, je dirais oui. Ces gars ont pu animer ce jeu par rapport aux individualités dans la collectivité, parce que ce qui est le plus important, c'est quoi, Yvan? La tactique individuelle, la tactique du groupe. Si déjà les 3 défenseurs centraux qui forment un groupe sur le plan tactique parviennent à mieux s'exprimer et qu'on déporte maintenant cela, le même jeu au niveau des milieux de terrain, de l'entrejeu, et que, n'est-ce pas, il y a cette transition qui se fait d'une manière équitable et que nous, on a vu effectivement que le ballon sortait de la défense au milieu de terrain et ça arrivait chez les attaquants, ce qui était difficile auparavant, de trouver que nos attaquants se sont retrouvés maintes fois devant les gardiens de but. Et c'est ce que les attaquants en ont besoin. Le jeune Yongwa qui a animé a donné plusieurs centres en retrait. J'ai beaucoup apprécié pourquoi. En premier mi-temps, il a donné le centre en retrait, ça n'arrivait pas, mais il a insisté là-dessus et en fin de compte, ça a payé. En deuxième mi-temps avec le centre qui fait sur Magri. Non, je crois qu'Yvan, il a des idées qui ne sont pas vraiment très positives par rapport à ce staff technique ou bien par rapport à l'entraîneur qui est là. Il faut accepter que quelque chose est en train de se faire et que nous tous nous voyons. Quand ce n'est pas bien, on critique, mais quand c'est bien, il faut aussi l'accepter. Que de se figer juste là en disant vraiment le système n'est pas bon, voilà, on a ceci ou bien cela. Moi, je trouve que l'entraîneur est en train de faire un travail vraiment énorme, de pouvoir rebâtir une équipe. Je dis bien, il est dans la réflexion, hein, et ce n'est pas évident hein, de pouvoir reproduire le jeu tout en gagnant, parce que c'est vous qui exigez les victoires, c'est vous qui exigez le jeu, c'est vous qui exigez les nouveaux joueurs. Oui, attendez, vous passez pour qui? Nous sommes le pour Cameroun. Dire que nous sommes le Cameroun, par rapport à ces équipes qui sont... Coach, mais quand nous sommes le Cameroun... Non, mais attends, j'étais à une télévision... Non, je dis... Ne restez pas là-dessus, monsieur. Cette appréciation au rabais, là, moi, je ne suis pas d'accord. Non. Au Cameroun, on a battu nos succès parce qu'on avait des exigences dans Vous avez des exigences au Cameroun. Et Cameroun. il n'est pas question que c'est parce que Rigobert soit là qu'on ne soit plus exigeant. Écoutez-moi, en 2000, quand on a fait du succès, 2000-2002, combien de joueurs quitter de ce terroir, c'est-à-dire que dans le championnat camerounais, et qui sont partis et revenus jouer pour le Cameroun et donner ce jeu-là que vous avez eu. Aujourd'hui, quels sont ces joueurs qui jouent? Je reviens tout là-dessus. Écoutez, tous. Si tu veux que je te reprenne, voilà. Très bien, bravo. Je suis tout à fait très d'accord avec toi. C'est ce que j'ai décrié pendant plusieurs années. Ce que toi tu es en train de dire, que nous sommes le Cameroun, on a cessé de travailler. Oui, mais c'est vous qui... Écoutez, monsieur Yvan, on a cessé... Non, écoutez, on a cessé de travailler. Quand vous dites que tout a été ces jeunes-là, nous, on est obligés, Rigobert Song est obligé d'aller faire un tour d'Europe pour chercher les binationaux, pour venir jouer. C'est pourquoi le championnat local, est-ce qu'il fonctionne? Le football jeune, est-ce qu'il fonctionne dans notre pays? Est-ce qu'il fonctionne comme toi tu le penses? Est-ce que ces jeunes-là de 15 ans, 17 ans sont en train de jouer un championnat auquel, quand ils vont arriver en élite, dans un championnat d'élite, Rigobert sera capable... Non, ne dites pas mais... Non, vous allez me dire que la fédération fait du très bon travail. Non, écoutez... Oui, mais le jour où on fera ce débat ici, on va dire que le football jeune n'existe pas au Cameroun. Vous allez dire que la fédération fait du très bon travail. Yvan, je suis parmi ceux qui décrivent cela depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis resté dans cette logique aussi longtemps que le football jeune ne va pas se jouer pour que le football d'élite au Cameroun bénéficie des jeunes qui ont été bien formés. Vous allez chercher toujours les binationaux et chercher à prendre ces gars qui ont été formés ailleurs, qui viendront jouer pour l'équipe nationale, et vous trouvez cette collectivité que ça va passer. Vous mentez. Moi, je le dis depuis plusieurs années, mon cher ami, que le football local souffre. Un enfant qui avait 10 ans, et aujourd'hui à l'âge de 25 ans, il a 25 ans, il n'a pas joué le championnat jeune de sa catégorie, U15, U17, U19, ainsi de suite. Aujourd'hui, il se retrouve en élite. Et Mabouka doit prendre cet enfant qu'il n'a pas connu, c'est ça pour l'entraîner. Et vous voulez que Mabouka fasse le miracle avec ce joueur. C'est ce que Rigobert sont entrés. Il est victime de ce que moi, par exemple, j'ai été victime.
dans cette équipe où je suis venu trouver une équipe où j'ai donné une philosophie auquel on devait, n'est-ce pas, préparer une équipe de jeunes qui devait, n'est-ce pas, émerger dans les 10 années à venir. On a dit non, on n'a rien gagné. Aujourd'hui, vous voulez que celui-là, qui n'a pas cet argument, qui n'a pas ce joueur, puisse gagner. Non, je dis, revenons maintenant à la base. Comprenez qu'on ne peut pas faire ce que vous voulez en passant par ces moyens-là. On est obligé de venir au football local. Si on veut avoir une équipe nationale du Cameroun bien solide dans les 10 années qui viennent, il va falloir donner ce crédit à ce monsieur qui est en train de pouvoir faire quelque chose. Avec ces jeunes-là, moi je pense qu'aujourd'hui, tu serais aussi en train de dire, bravo, il prend les binationaux. Les gars qui ne se connaissent même pas. Ils viennent dans un stage. Non, écoutez. Non, il y en a eu combien? Il y en a eu combien? Vous pouvez citer. Vous pouvez citer. Avec la gloire. L'équipe de la gloire. Je parle de l'équipe de la gloire. De 2000-2002. Il y a eu combien là-dedans? 3, 2. Il y a eu combien? Non, je vous pose la question, Yvan. Répondez-moi. Le débat n'est pas à ce niveau. Répondez-moi. Ces joueurs-là, Womelen, que ce soit Jérémy Djitap, Samuel Eto'o, Rigobert Song, Raymond Kala, Carlos Kameni, ils sortaient de ce championnat, mon cher ami, pour bâtir. Écoutez, ils ont été combien? Je pose la question. Mais je vous dis, aujourd'hui, les binationaux sont combien? Il y en a combien? Il y a plus. Mais qu'est-ce que ce monsieur a fait? Et maintenant, vous attendez que Rigobert soit en 3 jours de stage parvient à vous donner un football flamboyant. Non, je dis, avec les joueurs qu'on a, on peut faire mieux. Avec les joueurs qu'on a. Si vous me dites qu'avec les joueurs qu'on a, on ne peut pas faire mieux. Vous savez combien de temps on a besoin pour bâtir un système de jeu? Vous savez combien de temps dans l'entraînement on a besoin? Mais vous me parlez. Vous le savez? Je vous demande, ça demande plusieurs regroupements. Ça demande plusieurs matchs amicaux. Ça demande, je vous dis, mais est-ce que je parle avec l'eau dans la bouche? Je vous dis, ça demande plusieurs matchs amicaux. Ils sont à 18 matchs. Il a 18 matchs amicaux. Avec les mêmes joueurs. Et ça, c'est un problème de même joueur. Il y a quelle sélection au monde entier qui a les mêmes joueurs en tous les regroupements? Il n'y a aucune sélection au monde entier qui a les mêmes joueurs en tous les regroupements. Ça n'existe pas. Trouver une solution. Ce n'est pas le club coach. Il n'y a aucune équipe au monde entier qui a les mêmes joueurs à tous les regroupements. Le coach Michel Toa est en train de vous donner les indices. Comprenez bien que sur ce plateau, nous n'allons pas faire votre travail, ne faites pas la nôtre. Moi, je parle des faits. Il a dit qu'il faut du temps. Okay. S'il me dit que 18 matchs, on peut. Je vais lui conseiller. Mais je rappelle seulement que Robert soit à 18 matchs avec les Lions. S'il me dit que 18 matchs, je ne connais pas les standards, mais s'il me dit que 18 matchs pour un coach, c'est peu pour bâtir quelque chose, je lui donne raison, je n'ai pas discuté avec lui. Je rappelais simplement que Rigobert Song a 18 matchs déjà avec les Lions. 18 matchs. C'est à l'équipe nationale. C'est pas un club. C'est pas un club. Et on est toujours en train de chercher. Il y a une chose, il y a des difficultés en équipe. On cherche toujours. Moi, je vous dis, c'est les et à l'équipe nationale du Cameroun, les joueurs ça veut dire qu'en club, les gars qui se connaissent en club, vous pouvez bien me dire que M. Mabouka, vous avez joué 18 matchs, vous n'avez pas de résultats dégagés. Mais en équipe nationale, où vous avez une semaine pour préparer un match, dans une semaine, ça veut dire que nous jouons un samedi ou un dimanche. Les joueurs sont aussi au Cameroun un mardi ou un mercredi. Vous avez 3 jours à préparer un match. C'est ce que... question que je vais poser. Personne n'a dit qu'on va chasser. Posez-moi la question. Le débat n'est pas à ce niveau. On voit le même Magri. Toulouse-Liverpool. Il a fait un très bon match. On voit Imgoa. Lorient Paris Saint-Germain fait un très bon match. Oui. Qu'est-ce qu'il a encore à venir apprendre au regroupement? En sélection nationale, on utilise les meilleurs des meilleurs. Pour évoluer une équipe. Vous savez comment on fait pour avoir une cohésion? La cohésion est aussi facile que ça. Non, pas du tout. La cohésion est facile. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, en 3 rencontres, on essaie de mettre tout sur pied. Vous n'allez pas demander aux autres. On a posé la question à Zabangui. Regragui qui a fait demi-finale. Non, il a jamais me posé une question. Je vais lui répondre. Regragui a fait combien d'années? Le Maroc joue comme le Maroc. Il a les mêmes joueurs à tous les regroupements. C'est ce que je voulais dire. Regragui a les mêmes joueurs à tous les regroupements. Regarde 18 matchs avec le Maroc. Il a eu la chance que lui-même l'a dit. Il a eu la chance que ces joueurs se sont rencontrés dans les équipes jeunes. Je dis même joueurs. Je dis ceci. Vous voulez que vous dites le nombre de joueurs qui sont avec son, qui ont joué avec le Cotoa, c'est U23. Vous voulez que je vous les cite? Oui, c'était. Qui ont joué avec Rigobert Song? Oui, c'était. On dit ceci, NS. On dit ceci.
en sélection nationale, on utilise les meilleurs des meilleurs. Je parle de pas cohésion, s'il te plaît. Oui. Restons pour trouver cette cohésion, suivons un peu le cap. C'est pas en 2 jours. On est allé chercher Magui parce qu'il était très bon. Parce qu'il était bon attaquant. On a ramené Yimbo. On a ramené Chamade. On a ramené beaucoup plein de gars là. On a ramené Chamade depuis quand? On a ramené le gars de Brentford. On appelle qui? Mbeumo. Parce qu'il faisait vraiment de meilleurs au niveau du championnat anglais. Donc je dis que la cohésion c'est très facile et c'est un peu de temps. Mais attends, chacun a son poste. Permettez-moi de m'exprimer. Castelletto qui joue, je veux dire, un peu excentré au niveau de la sélection nationale, ne joue pas au même poste à Nantes, par exemple. La seule personne qui joue au poste, c'est par exemple Gonzalez, qui est dans le championnat saoudien, joue au même poste, c'est-à-dire à l'axe défensif. Castelletto et Yimgwa ne sont pas dans le même registre. Donc, il faudra comprendre que si vous amenez le même gars, si on prend le même Chamade qui joue à si c'est Sundela ou là, je sais pas, deuxième division championnat, championship anglaise, pour ramener, il faut qu'il joue. S'il joue latéral, mais il aura les mêmes aptitudes comme en club, c'est plus facile de le recaser rapidement. D'accord, on a compris. Donc, il faut mettre les joueurs à leur poste. Non, il y a la cohésion et il y a les pairs. Tu dois trouver les pairs. Écoutez bien. Mais bien sûr. Cohésion et trouver les pairs. Ça veut dire que... Oui, a fait un boulot en moins de 4 mois. C'est-à-dire que les joueurs changent, mais tu sens... Le même travail. Vous avez vu ce qu'il a dit dans son interview? Les joueurs changent, mais l'ossature... Vous avez vu ce qu'il a dit? Lui-même va chercher les joueurs qui vont s'imbriquer dans l'ossature. Exactement. Regardez, il a dit quoi dans son interview? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Après avoir joué le match qui s'est qualifié en demi-finale, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il a trouvé que ces joueurs-ci lui ont donné ce qu'il ne savait même pas avoir. Car ça veut dire que dans la préparation de ce match, il ne savait pas que ces joueurs vont aller à l'extra. Ça veut dire qu'ils se surpassaient. C'est aussi le discours dans l'effort. N'oublions pas que c'est le discours des vestiaires. C'est la motivation que l'entraîneur propulse aux Quand tu regardes le Maroc en Coupe du Monde, tu regardes le Maroc dans les matchs qui ont suivi la Coupe du Monde, tu sens une continuité. Moi, mon problème, c'est qu'avec Rigobert Song, personne n'a dit qu'on doit chasser Rigobert Song. Ce serait incongru de chasser Rigobert Song maintenant à 6 semaines de la CAN. La première année qu'à Benghazi, on n'a pas produit le même football qu'à Japon. S'il te plaît, ce n'est pas le même adversaire, oui ou non? Exactement, c'est ce qu'on est en train de dire. Attends, je peux te dire, quand tu regardes dans son équipe, dans son ossature, il a joué le 4, 2, 3. À ce moment, il échoue. Hein? À ce moment, il échoue. Il échoue en quoi? Oui, quand il bouleverse le classement devant une équipe libyenne qu'on sait que c'est une équipe qui va vite. Il a échoué. Oui, bien sûr. Pourquoi? Moi, selon moi, il échoue. C'est vous. Oui, selon moi, je dis bien selon moi. Ouais. Lorsque vous ôtez un milieu de terrain, lorsqu'on sait que l'équipe avait... Est-ce que nous avons souffert en Libye? On a énormément souffert dans notre jeu. Sur quoi? Je dis, on a énormément souffert. Exactement. On a eu combien de buts? Les Libyens ne parlent pas tous à la fois. Les Libyens se sont retrouvés combien de fois dans la surface de réparation camerounaise? Et ils ont tiré combien dans les buts? Ne dis pas qu'ils ont tiré combien. S'ils n'ont pas tiré, ça veut dire que le compartiment offensif, NS. Et c'est peut-être que j'ai été joueur. Le Cameroun s'en sort quand même avec un point. Oui, mais attends, on dit ça, mais une équipe libyenne. Regardez un peu le ranking FIFA, la Libye par rapport au Cameroun. Regardez le match du Cameroun-Libye avant. Le Cameroun a toujours dominé sur l'équipe libyenne. Toujours et toujours. Sauf que, comme je le disais, le contexte était différent parce que jouer à Benghazi. Jouer à Benghazi ou bien jouer à Tripoli, là, c'est des rencontres difficiles. Mais je dis, si vous venez jouer devant la Mauritanie avec une densité dans l'entrejeu, et vous partez jouer à Benghazi avec un milieu de terrain moins dense, je dis que vous ratez. Parce que l'équipe libyenne, c'est une équipe qui est véloce, qui va rapidement, qui se projette rapidement sur le plan offensif. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Comment? Et ils ont eu combien de tirs dans les buts? Le Cameroun a eu combien de tirs? C'est quoi qu'on regarde le même match? On a regardé le même match. C'est vraiment compliqué. Le football, tel qu'on le voit et tel que vous analysez ici, c'est vraiment... Si le panel est constitué de techniciens, je crois que nous, on peut mieux se comprendre. Non, on peut aussi dire que c'est la solidarité. La solidarité au niveau des entraîneurs. La solidarité des entraîneurs. C'est-à-dire qu'un entraîneur, Enes Mabouka ne dira jamais mal du coach Richard. Non, c'est pas ça. Je vous ai dit quelque chose. Quand moi j'explique, s'il te plaît, quand moi j'explique à quelqu'un qu'un système de jeu a besoin du temps pour le reconstruire, lui croit que c'est quelque chose de facile. C'est-à-dire que ici,
dans cette salle, vous pouvez venir. Il n'y a pas de lumière ici, il n'y a pas d'électricité comme on le dit. Vous prenez un technicien, en un jour, il vous met la lumière, vous appuyez l'interrupteur et la lumière donne. Si, il fait ses installations en une journée. Un bon électricien, il vient, il installe, vous dites tac, la lumière, ça donne. Mais le football, ce n'est pas la même chose. Je vous donne un exemple en vous disant que quand vous avez ces joueurs-là, ces joueurs jouent dans de différentes équipes. Ils jouent de manière différente. Vous avez par exemple Choupo-Moting qui joue au Bayern. Est-ce que le Bayern joue un pressing médian? Non. Le Bayern joue haut. Ils vont chercher l'adversaire haut. Yongwa joue dans l'Orient. Est-ce que le Lorient contre Paris Saint-Germain peut aller chercher le Paris très haut? Non. Quand ils viennent maintenant en sélection, il faut que l'entraîneur trouve le juste milieu pour faire une équipe avec des joueurs qui jouent par exemple un pressing médian dans leur équipe, une équipe moyenne, contre les Aboubakar Vincent qui joue au Bézissar de premier rôle. Aboubakar doit aller très haut, aller chercher l'adversaire, ainsi de suite. C'est pour ça que c'est difficile de pouvoir venir tout de suite et dire qu'on prend les meilleurs, on les met tout de suite, on joue. Si vous dites maintenant à Choupo-Moting ou bien à Aboubakar que, ok, nous on doit jouer on va jouer contre, je ne sais pas moi, n'importe quelle équipe, le Ghana, on joue médian. Choupo-Moting ne va pas se retrouver dans son registre de jeu. Vous me comprenez très bien. Il ne va pas se retrouver dans le registre auquel il joue au Bayern. Il est habitué avec des joueurs qui partent très haut, qui mettent un pressing haut. Ils essaient de récupérer le ballon dans plus de la moitié de l'adversaire dans leur camp. Et maintenant, quand nous on vient maintenant à l'équipe nationale, on va trouver, n'est-ce pas, des éléments qui doivent permettre à Choupo-Moting de se retrouver presque dans le registre auquel il joue au Bayern de Munich. C'est pour ça que c'est difficile de venir bâtir un système de jeu très rapidement, comme toi tu es en train de le penser. Moi, je le regarde avec un autre œil, Yvan. Je regarde avec un autre œil par rapport à ce que toi tu vois. Est-ce que cette réalité-là est le seul fait de l'équipe nationale du Cameroun? Pardon? C'est uniquement au Cameroun qu'il y a ces réalités-là. Mais partout, ça se passe. Mais pourquoi Regragui, en quelques mois, a battu une ossature et les Gobelins sont en 20 mois, il n'arrive pas à battre une ossature. Même le Sénégal, qui aujourd'hui a remporté une CAN, a eu combien de temps? Ceci, ça a eu au moins 10 ans pour pouvoir remporter sa première CAN. Vous ne permettez pas... Peut-être parce qu'Yvan peut dire quelque chose qui est bien. Peut-être parce qu'il n'avait pas des éléments pour jouer à... Si vous regardez le Sénégal que tu as pris, si tu regardes le Sénégal d'Aliou Cissé, c'est une équipe que je suis particulièrement. Oui. C'est une équipe qui était... C'est pour ça qu'on l'a maintenu parce qu'on sentait de la progression. Oui, bien sûr. Oui. Et tu sais avec Rigobert, vous sentez de la progression. Le championnat local du Sénégal. Il y a combien de joueurs sénégalais qui jouent au championnat local? Attends, terre à terre. Il y a un joueur qui quitte le Sénégal qui a joué le CHAN. Je ne parle même pas de la CAN. Il joue le CHAN et après le CHAN, il va à Metz. Oui. Il joue à Metz, il joue maintenant à Tottenham. Oui. Je parle du CHAN, sans compter ceux qui ont joué la CAN, qui sont déjà dans des équipes bien bâtis, comme ceux qui ont joué dans le championnat avant de quitter et aller là-bas. Monsieur Yvan, il faut faire beaucoup attention. Cette équipe du Cameroun... Vous citez les joueurs camerounais qui ont été dans la même posture. Qui ont été dans la même posture. Cite-moi un joueur camerounais qui est quitté au CHAN et allé en Europe être titulaire dans son club. Est-ce que c'est le problème du CHAN? Même à l'équipe nationale local ou du CHAN. Vous avez fini une CAN étant champion d'Afrique en 2017. Combien de joueurs ont été sollicités dans des grands clubs? Oui, mais c'est pas ça. Non, ce n'est pas. Je vous donne des enjeux, je vous donne des indices. C'est pas ça le débat. L'Égypte a gagné 3 cannes avec nos statuts qui étaient continués de jouer le cours. C'est pas ça le débat. Il suffit d'avoir un entraîneur qui soit capable de mettre une ossature qui va permettre de jouer comme lui veut jouer. Moi, quand je regarde l'équipe nationale du Cameroun, je ne vois pas l'ossature. Je ne vois pas l'ossature. Il était en Coupe d'Afrique, oui ou non? Non. Il n'était pas en Coupe d'Afrique. Attends. Il était en Coupe d'Afrique ou non? Il était pas l'équipe de Véléra. Attends, il était parmi les staff. Non. Il était avec le Raja de Casablanca. Il était avec le Raja. Écoute bien. Il était avec le Raja, il n'était pas dans le staff. Il était dans le staff. Non, coach, il n'était pas dans le staff. Pourquoi je le dis? Il était dans le Raja. Parce que dans le système marocain, j'étais au champ. Rapidement. J'étais au champ avec l'équipe du Maroc, ok? Tous les entraîneurs du championnat marocain étaient chez Douala. Ça veut dire quand le Maroc jouait. Tous ont fait un travail. C'est un travail collégial.
Redragué qui prend cette équipe, connaît cette équipe, connaît ses joueurs. Pourquoi? Parce qu'il était là. On n'a pas été avec les A prime, les espoirs. Coach, il faut donner Comment du temps. les A prime, les espoirs? Moi, je fais partie de ceux qui pensaient que c'était logique qu'on nomme Rigobertson parce qu'il était dans l'antichambre. Et donc, il pouvait accompagner ces générations-là chez les A. Voilà, dernier mot, coach. Le dernier mot pour moi, c'est qu'il faut donner du temps à Rigobert qui est en train de faire un super boulot. Et en ce moment, je pense qu'on aura dans des années à venir une équipe du Cameroun bien équilibrée qui pourra, n'est-ce pas, conquérir encore les titres comme auparavant. Et pour moi, pour que ça arrive de là, Lydie, il faut que le football local soit refait d'une manière équitable pour que ces jeunes d'abord jouent et que l'entraîneur national du Cameroun puise les joueurs dans notre championnat et donner, n'est-ce pas, la possibilité à ces jeunes de pouvoir jouer. Je termine en disant, vous me donnez la possibilité de dire vraiment un bonsoir pour la meilleure, le tout dernier, à mon ami Simon Moukete. Le meilleur cherche le meilleur et c'est celui vraiment que j'aime beaucoup. Merci pour la possibilité. Merci. Je vous en prie. Bonsoir à Simon Moukete. Qu'on suit évidemment sur le terrain et dans pas mal de choses. Merci Richard Tora d'être venu ce soir. Coach Ernest Mabouka, c'était un plaisir. Yvan Kamoa, merci pour vos analyses et Jérôme Bango. Merci à toute l'équipe technique réunie autour d'Anonis Yamen, le réalisateur de cette émission ce soir, Zipierre au son, Landry Ossa derrière les caméras. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.